Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Il s'en passe des choses dans cette ouverture de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. En à peine 2 chapitres, Harry a déjà eu le temps d'être attaqué par des détraqueurs, puis d'être convoqué pour une audience disciplinaire au ministère de la Magie. Pas de vacances reposantes donc pour notre pauvre Harry. Autrement dit, les ennuis commencent avant même que l'année scolaire ne débute. On ne va pas s'en plaindre, ça fait plein de choses à discuter. Et sur ce chapitre aussi, il y aura plein de trucs à dire et à débattre avec notre invité du jour. Alors jusqu'à présent, on a reçu plusieurs amis dans nos studios récemment. Ici, c'est retour au format classique avec un auditeur à distance et en l'occurrence, une auditrice. Puisque nous sommes accompagnés aujourd'hui de Ninon. Hello Ninon, ça va ? Ça va et vous ? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, Ninon. Et puis, comme on le disait, ce qu'on a discuté un petit peu là, on est en live toujours sur Twitch. Et t'es la première invitée à distance à être en live et en plus en vidéo. Donc, bravo. Alors, on t'applaudit déjà. Wouhou. Mais comme on le disait, tu es une habituée des réseaux et tout ça. Donc, c'est naturel pour toi, quelque part. Tu es une influenceuse. Peut-être pas non plus, mais oui, je suis sur les réseaux tous les jours, donc j'ai l'habitude. Justement, Ninon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à ceux qui nous écoutent, que ce soit en live ou tous ceux qui nous écoutent en podcast? Qui es-tu dans la vie moldue comme dans la vie sorcière? Oui, eh bien, alors moi je suis Ninon, je suis photographe et c'est de par ça que je suis sur les réseaux. Pour le coup, je fais pas l'influenceuse parce que ça m'arrive quasiment jamais de parler de produits ou quoi. Je parle surtout de mon travail et donc voilà, je suis photographe de mariage principalement et j'adore Harry Potter depuis que ça a commencé à sortir, depuis gamine quoi. Et ça a joué quand même un rôle dans mon travail puisque petit à petit j'ai compris que pour se faire une place dans le milieu et pour obtenir les clients qu'on a besoin et qui nous ressemblent, eh ben il faut parler un peu de ce qu'on aime et enfin faut travailler son image de marque avec qui on est, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, etc. Donc un beau jour, je me suis mise à parler d'Harry Potter un petit peu en me disant franchement, ça va intéresser personne. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Et au final, eh bien, mine de rien, ça me rapporte des clients et des bons clients parce que du coup, c'est des gens qui ont la même vibe que moi. Et du coup, voilà, c'est très cool. Ton amour pour Harry Potter, ça influence ta vision artistique des photos ? Artistique, peut-être pas, en tout cas pas tout le temps. Les films influencent un petit peu de temps en temps ma prise de vue parce que j'ai une prise de vue qui est un peu cinématographique plutôt, pardon. Donc les films Harry Potter peuvent parfois m'influencer, mais les films en général. Mais c'est surtout que le fait d'en parler sur les réseaux, et ben du coup j'attire des gens qui sont aussi fans ou en tout cas aiment l'univers ou des univers similaires et donc du coup voilà, je suis bien dans ça parce que j'ai des clients qui me correspondent. Parce que je sais pas si tu connais en photographe Harry Potter, il y a le sorcier photo. Non. Qui lui vient sur des conventions. D'ailleurs, on a fait des photos avec lui où en fait il nous prend sur un fond classique avec parfois des lumières de couleurs selon nos maisons et ensuite il fait tout un travail de Photoshop pour créer un univers magique autour de nos photos en fait. Vos photos de profil là, c'est oui, c'est ça, c'est lui. Ouais. C'est encore une autre discipline de la photo, ouais. Mais c'est pas du tout ce que je fais. Bah oui, c'est ça. D'accord. Et Ninon, tu disais que du coup, tu as découvert Harry Potter depuis le début. Est-ce que tu peux être un peu plus précise ? Est-ce que tu as découvert avec le premier film ou est-ce que ça a été à la sortie des livres ? Dis-nous tout, comment tu as découvert ? Ouais, alors les débuts, pas les premiers débuts, parce qu'effectivement, j'ai découvert avec le premier film. Donc moi, tout de suite, j'ai adoré. J'ai regardé le premier film, peut-être... Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Est-ce que j'étais au ciné ? Est-ce que j'étais pas au ciné ? Enfin bon, en tout cas, j'ai regardé les 3 films. C'était ça ma porte d'entrée, les 3 premiers films. Et à partir du 4e, j'ai commencé à les lire. En fait,
quand j'ai eu terminé le 3e film, Ouais. je me suis dit, je peux pas attendre le 4e film pour savoir ce qui va se passer. Donc là, j'ai lu 1, 2, 3 et ensuite j'ai lu le 4e. Donc le 4e, on va dire, c'est le premier que j'ai lu avant d'avoir vu, quoi. Ok, ouais. Donc voilà. Et c'était à l'époque où ça sortait, donc je sais plus te dire, je sais plus vous dire l'année, mais bon. Du coup, ça devait être, ta vision, ton visionnage du film a été différent, je pense, pour La Coupe de Feu. Moi, j'ai un souvenir marquant de La Chambre des Secrets parce que, du coup, dès avoir vu le premier film, j'avais lu les 4 premiers livres. Et donc, du coup, La Chambre des Secrets, j'ai été voir le film au cinéma et que j'avais lu le livre. Et c'était incroyable parce que je savais ce qu'allait se passer. Et du coup, t'es là en mode, mais comment ils vont faire ça? Comment ils vont faire cette scène? Et surtout sur le 4, c'était un vrai truc, quoi, hein, parce que il se passait tellement de choses dans ce livre. C'est pour ça que certains ont été déçus hein, et le sont toujours un peu, c'est notre cas. Mais, mais ouais, c'est trop bien. Et sans indiscrétion, tu as quel âge? 31. 31, donc ouais, on fait partie de la même génération. Ouais. Ok. Bon, super. Je crois que quand on a commencé le live, il y avait une question sur ta manicure et sur le fait, est-ce qu'elle représentait ta maison de Poudlard? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment à ceux qui n'ont pas la vidéo? Donc pour ceux qui ont pas la vidéo, pour ceux qui écoutent en podcast, quoi, ma manicure est verte foncée avec des paillettes dorées. Oui, ça donne un indice en effet. Je suis et là ça va tout casser. Je suis Poufsouffle. Donc ça donne aucun indice. Non, mais avec un très très fort ascendant Serpentard. Très fort. Des fois même plutôt Serpentard, ascendant Poufsouffle. Je sais, c'est un mélange qui est un petit peu commun, mais c'est le cas. Ça aurait été incroyable d'avoir 2 Serpentards de suite quand même. Parce qu'on a eu Boris. Boris, c'est vrai, il est Serpentard, j'arrive pas à m'y faire. Même si on savait pas. Pourtant, c'est notre pote. Mais alors, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de Serpentards. Mais tu es une Poufsouffle et on est toujours ravis d'avoir des Poufsouffles aussi. Mais des fois, carrément Serpentard, je sais pas, je dois être un petit peu chapeau. De toute façon, on est un petit peu. Voilà, c'est plus. On est un peu tous, on pioche un peu tous dans les maisons. Et tu as un petit accent, non? Tu viens de quelle région, si tu veux le dire? Je viens du sud, du côté d'Avignon. Je viens du sud par tous les chemins. J'y reviens, j'ai dans le cœur cette de mélancolie. Pardon. J'espérais tomber sur un truc que tu chanterais et le voir en live parce que c'est fameux à chaque fois. Big up à Avignon, puis tout le sud, hein, c'est vrai qu'on a une grosse commune de Avignon, on y était il y a 2 ans. On était proche d'Avignon il y a 2 ans. On était proche, mais moi Avignon, même, j'y suis jamais allé. Donc, on était pas plutôt vers Orange. Ouais, Orange, ouais. Mais big up à Avignon, puis globalement à tout le sud de la France. On a eu beaucoup. Big up au pont, pardon. Non, c'est bon, j'arrête mes blagues. Ne chante pas le pont d'Avignon. Hein. Interdit. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'invités auditeurs et auditrices qui viennent du sud de la France. On s'était fait la réflexion. Vous êtes nombreux et nombreuses et c'est trop cool. Un petit mot sur l'after show, peut-être? Ouais. Et c'est cool parce que cet after show, je ne vais rien avoir à dire. Je ne sais pas ce que je dois dire. J'ai fait des recherches, mais je ne sais pas. C'est l'art dans le monde magique. Je sais pas. Ouais, on va parler un peu des arts dans le monde magique parce que on a bien compris que tu avais une sensibilité artistique dans ta vie professionnelle, Ninon. Et donc, on va parler un petit peu de photo, mais c'est vrai que la photo, ça nous semblait un peu limité. Donc, on va parler des arts de façon générale, la pratique artistique des sorciers, etc. Je sais pas trop où ça va nous emmener, mais voilà, ça sera en after show. On restera en live et puis sinon, ça sera exclusivement sur Patreon. D'ailleurs, big up à tous ceux qui nous soutiennent depuis là-bas, dont tu fais partie, Ninon, d'ailleurs. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et au pire, je ferai des covers et ça va dans le thème de l'after show, l'art. Mais oui. Je ne sais pas, justement, est-ce que c'est de l'art? Bah ouais. La musique, c'est de l'art, alors écoute. Est-ce que ma reprise de la lettre, c'est de l'art? Bah ouais, c'est une forme artistique. Ouais. Mais on va faire un EP avec les reprises de Marina et les agencements de la lettre de Jérémy. Merci Ninon, je pense que les auditeurs et auditrices t'identifient un petit peu plus. De toute façon, tu vas nous suivre tout au long de ce chapitre 3, j'allais dire chapitre 4, mais non, on va pas aller vite en besogne, c'est le chapitre 3. Et puis pour cet after show qu'on vient de présenter. Mais pour l'heure, je pense qu'il est l'heure de rejoindre Harry, si ça vous dit bien. Donc Harry qui est
confiné dans sa chambre de moldu. Mais tout ça, c'est bientôt terminé car il va enfin prendre son envol dans ce chapitre qui commence tout de suite. Dès qu'il rejoint sa chambre, Harry écrit la lettre suivante à Sirius, Ron et Hermione. Je viens d'être attaqué par des détraqueurs et on va peut-être me renvoyer de Poudlard. Je veux savoir ce qui se passe et quand je pourrai enfin sortir d'ici. Clair, net, précis. Pour le moment, tout va bien. Edwige étant partie chasser, Harry est obligé de faire les 100 pas dans sa chambre en attendant son retour. Il se sent épuisé, mais son esprit est trop occupé pour trouver le sommeil maintenant. Sans compter la colère et l'angoisse d'être suspendu de l'école. Il donne même un coup de pied à sa valise, ce qui ne fait qu'ajouter une douleur supplémentaire à celle qu'il a déjà. Il a pris 2 coups sur la tête quand même au chapitre précédent, on le rappelle. Quand Edwige arrive enfin une grenouille morte dans le bec, Harry la réprimande d'arriver si tard. Il lui attache les 3 parchemins et lui demande de les livrer en donnant des coups de bec à leur destinataire si les réponses ne sont pas assez détaillées. Puis la chouette s'envole immédiatement pour remplir sa mission. Une fois allongé sur son lit, Harry s'en veut d'avoir été désagréable avec sa seule amie ici à Private Drive. C'est vrai qu'Harry, il est souvent désagréable avec Edwige, je sais pas, la première fois. Mais oui, elle a rien demandé, la pauvre. Elle est là, elle fait ce qu'elle peut, elle va juste chasser parce qu'il faut bien se nourrir. J'imagine que c'est pas les Dursley qui vont lui amener des croquettes de chouette, tu vois. Donc, c'est vrai. Genre, sois gentil. C'est vrai. Mais bon, là, après, dans ce passage-là, c'est vrai que Harry s'en veut immédiatement. En fait, dès qu'Edwige est parti, il est sur son lit, il est là. Ah, j'aurais pas dû lui parler comme ça, ouais. Mais trop tard, c'est fait. C'est fait, ouais, malheureusement. Vilain Harry. Question existentielle, mais si on prend strictement à la lettre le hibou que reçoivent les premières années, en termes d'animaux, on peut apporter un hibou, un chat ou un crapaud. Vous êtes quoi comme team? Est-ce que vous êtes team hibou, chat ou crapaud? Hibou. Hibou? Pour toi, Ninon? Est-ce que je dois vraiment répondre? Bah, je sais pas, réponds parce que ça serait quand même chat? Bah, bien sûr. Ouais, comme Hermione. Bah, bien sûr, bah oui, carrément. Et puis t'imagines, un chat à Poudlard, il est tellement heureux. Oui. Je pense qu'il y a plein de souris à chasser, il y a le parc, il y a des escaliers partout, il peut se faire du parcours et tout. Enfin, il est trop heureux, un chat à Poudlard. Mais après, et je pense Ninon a peut-être le même argument, c'est vrai que le hibou, c'est quand même pratique. Ouais, mais tu les empruntes à la volière. Il y a des hiboux que tu peux emprunter à la volière de Poudlard. Certes. Toi, tu choisirais hibou? Ouais, je pense que je choisirais quand même hibou. Après, par exemple, dans le cas de Harry, je me dis, bon, après, il est dans une situation un peu particulière où l'été, il est enfermé chez des moldus qu'il aime pas et qu'il le déteste. Mais, je veux dire, sans Edwige, il se serait senti tellement seul, encore plus seul que là, ce qui arrive, quoi, tu vois. Oui, mais un chat, il aurait pu lui faire des câlins. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut faire des câlins à des oiseaux aussi, hein. Non, mais il peut faire de la ronron thérapie, tu vois. Pour le déstresser un peu. Ça lui aurait fait du bien dans l'heure du phénix. Dès qu'il commence à « Mais pourquoi moi? Pourquoi ?» avec ses crises existent. Oui, je fais les patounes. Hein. Vous voyez pas en podcast, mais j'imite les patounes. Mais je crois que Harry, il est pas trop team chat. Je crois que Patenron, je sais pas, on n'a pas l'impression qu'il a forcément de l'affect pour Patenron. Non. Donc je pense qu'il est, pour le coup, si Harry pouvait répondre à cette question, il choisirait hibou. Et crapaud, j'ai jamais compris. Hein. Mais bon. Ouais, en plus, j'ai pas envie de toucher un crapaud. Enfin. Ouais, c'est bizarre. S'il y avait pas le côté pratique de quand même les hiboux, ça remplace notre smartphone. Je prendrais bien un chat, mais genre un sphinx, parce que c'est mon rêve d'avoir un sphinx à la maison. Et ça m'étonne qu'on n'ait jamais vu de sphinx dans la saga, quoi. Parce que je trouve que ça fait vraiment le chat de sorcière, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est les chats sans poils, le sphinx. Ouais. Bah, on a vu les demi-flaireurs avec Mrs. Fig au chapitre précédent. Mais je savais pas ça, vous me l'aviez appris, j'étais là. Ouais, c'est des gros chats qui ont une ascendance magique, on va dire. Bah, nous, pour avoir un Maine Coon avec Sirius, ça ressemble un peu à des Maine Coon, quoi. En tout cas, dans mon imaginaire, les demi-flaireurs. Mais ouais, dites-nous en commentaire si vous êtes team crapaud comme Neville, team chat comme Hermione ou team hibou comme Harry. Est-ce que... Ah non, sur la lettre, c'est que hibou, chat ou... Ça se trouve, maintenant, à l'heure actuelle, il y a des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Tu peux emmener un furet, un reptile.
Bah, c'est déjà possible en vrai. Parce que on avait déjà eu ce commentaire parce que par exemple Ron il a un rat et c'est pas indiqué sur la lettre d'admission à Poudlard. Après ça a l'air d'être toléré quand même, c'est-à-dire que là c'est un peu trois indications, mais tu peux quand même ramener d'autres animaux que c'est toléré. Après peut-être des serpents et tout, je sais pas. Genre des migales ou des trucs comme ça. Lee Jordan en ramène une par exemple. De migales? Ouais, je sais pas si c'est une migale, mais il a une grosse araignée, il me semble. Je sais plus si c'est précisé que c'est une migale. Ouais. Je me suis fait peur toute seule. Quand est-ce qu'il amène sa migale? Je me souviens pas. Je crois que, alors je sais plus dans quel tome c'est, mais c'est quand ils embarquent dans le Poulard Express à King's Cross, il a une boîte, il montre ce qu'il y a dans la boîte et c'est une grosse araignée dedans. Mais quelle horreur. Ah, on nous dit dans le chat c'est le tome 1, donc je pense que c'est dès le tome 1, ouais. Ah ouais, je me souviens pas du tout. Pas non plus. Bon voilà, cette digression animaux nous aura animés. Oh. À son réveil le lendemain, les réponses de Sirius, Ron et Hermione ne lui sont pas encore parvenues. Harry passe la journée enfermé dans sa chambre, la tante Pétunia lui glissant à manger par la petite trappe en bas de la porte. Harry tente de lui faire dire qui a envoyé la beuglante en vain. En gros, Pétunia ignore Harry. Et cette vie recluse dure pendant 3 jours entiers, Harry alternant entre humeur colérique et état léthargique. Il angoisse à ce qui lui arriverait si jamais son expulsion était confirmée et sa baguette brisée. Peut-être qu'il pourrait aller vivre avec son parrain, à moins qu'il soit envoyé directement à Azkaban pour ce qu'il a fait. Le 4e soir, l'oncle Vernon rentre dans sa chambre vêtu d'un costard. Il lui informe que sa tante Dudley et lui sortent, et qu'en attendant, il a l'interdiction de quitter sa chambre. Harry acquiesce d'un air morne et désintéressé, avant que son oncle verrouille la porte derrière lui. Bientôt, il entend la voiture des Dursley démarrer et s'éloigner. Et là, j'ai une réflexion. C'est quoi le délire d'enfermer Harry seul dans la maison? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe en cas d'urgence? Pour les toilettes? S'il y a le feu? Enfin, c'est quoi? Non, puis c'est ne prends pas de nourriture dans le frigo, ne fais pas ci, ne fais pas ça, touche pas à l'high-tech ou un truc comme ça, ne touche pas à la télé. Mais oui, mais c'est ça. Mais que font les services sociaux, je veux dire? Ah non, mais c'est de la maltraitance de fou. Même les détenus, ils sont mieux traités en prison, quoi. Je veux dire, et même lui, il a même pas la balade tous les jours, quoi, tu vois. Mais ça a l'air de rien dans le texte, mais je me demande si c'est pas le truc le plus dangereux que font les Dursley. C'est-à-dire que on imagine qu'ils sont toujours plus ou moins là pendant l'été, les passages dans les livres Harry Potter. Là, clairement, on a un exemple où ils s'en vont, ils savent pas pendant combien de temps, et vraiment, Vernon, il verrouille la porte. C'est-à-dire que, genre, il y a le feu. Il y a le feu, il est bloqué. Il est obligé de sauter par la fenêtre. Alors peut-être qu'ils se disent c'est un sorcier, de toute façon, voilà. Enfin, c'est délirant. Est-ce qu'ils ont remis les barreaux qui ont été cassés dans le tome 2? Non. Ils ont jamais remis les barreaux? Ah, c'est une bonne question. En fait, je crois pas, parce que il s'est précisé dans le livre que, tu vois, quand Harry il écrit les lettres et que Hedwige n'est pas encore revenue, c'est écrit que la fenêtre est ouverte. En tout cas, Hedwige peut faire des allers-retours comme elle veut. Mais alors, est-ce qu'il y a quand même des barreaux à la fenêtre? Ah, je ne sais plus. C'est une bonne question. Et sinon, juste sur les interrogations qu'a Harry dans son lit, quand il est un peu dans ses pensées pendant tous ces 3 jours où il est reclus dans sa chambre. Donc, du coup, il s'imagine sa vie si jamais il est renvoyé de Poudlard. Alors, je sais qu'il y a des fanfictions, je pense, là-dessus. C'est marrant de s'imaginer qu'est-ce qu'il serait devenu. Est-ce qu'il aurait pu rejoindre Sirius au Square Grimoire, même si Harry connaît pas encore le Square Grimoire ici, mais on peut avoir plein de théories sur ce qui aurait pu arriver si jamais Fudge avait réussi à virer Harry de Poudlard. Mais il serait pas resté chez les Dursley. Dumbledore l'aurait pas permis. Je sais pas. Parce qu'après, il est en sécurité aussi chez les Dursley. Mais il aurait pété un câble. Ouais, je pense pour sa santé mentale. Pété un câble. Il aurait pas accepté, il se serait enfui. Devenu assistant de Madame Fig pour élever les chats. Ouais, ou peut-être une vie un peu de paria enfermé au Square Grimoire avec son parrain, quoi. Je suis sûr qu'il y a une fanfiction là-dessus qui raconte comment lui et son parrain vivent tous les deux au Square Grimoire. Ça se pourrait en vrai, hein, tout en étant actif pour l'ordre du Phénix. Avec Buck. Et avec Buck, bien sûr, on n'oublie pas Buck. Me and Buck. Désolé, c'est un truc de Wicked. Pour Harry, cela ne change rien, car il est tellement déprimé que peu lui importe si les Dursley sont là ou non. Il reste allongé sur le lit à écouter le bruit provenant de sa fenêtre toujours ouverte, au cas où Hedwige ferait son retour. Puis Harry entend un bruit de vaisselle cassée. Cela le réveille aussitôt de sa torpeur.
Cela ne peut pas être les Dursley. Quand des voix résonnent, le premier réflexe de Harry est de penser à des cambrioleurs. Alors évidemment, on a regardé Maman, j'ai raté l'avion là pendant la saison de Noël, donc j'ai un peu pensé aux casseurs flotteurs de Maman, j'ai raté l'avion. Qui laissent le robinet de l'évier ouvert pour leur marque de fabrique. En plus, j'adore les Lego et je suis en train de faire la maison de Maman, j'ai raté l'avion. Non. Ah, tu l'as? Mais figurez-vous que je l'ai loué parce qu'il existe des sites pour louer les Lego. C'est vrai? Ça, au lieu de dépenser 500 balles et après je sais pas quoi en faire et ni où les mettre, ben je les loue pour genre 60 balles, je le fais et puis après je le renvoie. Ah, j'aimerais tellement avoir la maison. Je l'ai vue exposée dans le magasin Lego. Oh là là. En plus, ils font le van et tout. Mais oui, elle est géniale. Donc en fait, une fois que tu as monté le Lego, tu le rends, mais tu le rends à qui du coup? Tu le renvoies par la poste comme tu l'as. En fait, c'est Lego qui fait ça ou c'est des particuliers? Non, en fait, c'est un site qui est un peu genre une marketplace de la location de Lego, quoi. Et donc, il y a plusieurs personnes qui mettent en location, leur Lego, que ce soit des magasins ou des particuliers qui ont des trucs qui veulent se faire un peu des sous, quoi. Ah, c'est pas mal. En fait, en gros, c'est uniquement le plaisir, par exemple, de faire un gros Lego Harry Potter, mais t'as pas forcément la place ou t'as pas forcément l'envie de le garder chez toi. Et en fait, tu peux, une fois que tu l'as monté, tu le démontes, tu le renvoies, quoi. Ah, moi, je serais trop frustrée de faire ça. Ah oui? Ah ouais, moi, ça me frustrerait trop. Pardon, voilà. De pas avoir la belle maison de Maman, j'ai raté l'avion, le château et tout. Après, tu peux, t'acheter un ou deux sets que t'aimes énormément, et puis à un moment donné, tu vas peut-être pas tous les avoir non plus, sauf si t'as une pièce exprès, quoi, tu vois. Ouais. Bah ouais, c'est ça, et le portefeuille pour, quoi. Je pense que c'est à peu près le même tarif que le château, la maison de Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Je crois qu'il coûte 300 €. Par là, ouais. Un peu moins cher que le château. Enfin, il y a 3 châteaux différents, donc ça dépend lequel tu prends. Mais c'est vrai qu'elle nous fait de l'œil aussi, cette maison. Ah, j'étais émerveillée quand je l'ai vue au magasin de Lego. Elle est géniale parce que quand tu l'as terminée, en fait, de l'extérieur, on dirait juste une maison et tu te dis, putain, c'est dommage, on voit pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en fait, les battants de la maison s'ouvrent et donc, du coup, tu peux voir toutes les pièces et tous les mécanismes parce qu'il y a plein de mécanismes aussi. Ouais, puis ils l'avaient illuminé aussi dans le magasin Lego. Enfin, ils avaient fait une déco trop belle. Maison qui existe réellement, qui peut être visitée, alors évidemment dans le respect des gens qui y habitent. C'est dans la région de Chicago. Voilà. Putain, tu me l'apprends. Mais c'est vrai que là, en plus, ça m'a vraiment fait penser aux casseurs flotteurs de Home Alone parce que ça peut être des cambrioleurs, mais tout de suite, il y a des bruits de vaisselle cassée. Donc, c'est comme si c'était effectivement des cambrioleurs un peu bras cassés qui font du bordel, qui cherchent pas du tout à être discrets. Et là encore aussi, on peut partir sur la fanfiction, mais c'est marrant de s'imaginer qu'est-ce que aurait fait Harry si vraiment les Dursley s'étaient fait cambrioler, tu vois, par des moldus en mode t'es sorcier, donc t'as un pouvoir énorme avec ta baguette magique, t'es en moyen de te défendre de ce genre de truc. C'est un peu marrant de s'imaginer Harry, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'il aurait fait vraiment si c'était des cambrioleurs. Il aurait rien fait, il se serait foutu sous sa cape d'invisibilité, il aurait dit bon bah tant pis pour les Dursley, c'est pas mon problème. Ah, j'avoue, en mode vous m'avez enfermé, c'était complètement imprudent de votre part, bah voilà ce qui se passe, quoi. Moi, je fais peur aux cambrioleurs. Tu sais, tu te fais passer pour un fantôme sous ta cape d'invisibilité, tu leur fous la trouille. Oui. En mode poltergeist. Ouais. Ah mais oui. Tu leur jettes des trucs dessus et tout. Carrément. Alors Harry attrape sa baguette magique et se poste devant la porte de sa chambre. Quelques instants plus tard, la serrure se met à cliqueter avant que la porte s'ouvre. Il n'y a personne dans le couloir sombre de l'étage. Discrètement, Harry descend l'escalier et une fois parvenu en bas, il distingue plusieurs silhouettes qui l'observent. C'est terrifiant en vrai ce passage. C'est-à-dire que c'est pas comme dans le film, là, c'est-à-dire que sa porte, comme dans le film, s'ouvre, mais en fait, il n'y a pas la garde rapprochée derrière. Non. Je pense que peut-être quelqu'un lance un sortilège pour que toutes les portes se déverrouillent dans la maison, ou alors peut-être que Maugrey, avec son œil magique, a vu Harry dans sa chambre, j'en sais rien. Mais du coup, c'est bizarre, genre ta porte s'ouvre, il y a personne, il fait nuit noire dans la maison. Tu vois les ombres là. Tu descends discrètement l'escalier et là, il y a des silhouettes qui t'observent dans la pénombre. Ça m'a terrifié un peu, ça m'a mis les poils. Je me rappelle que quand je l'ai lu à l'époque, quand j'étais gamine, j'étais pas bien. Bah oui, parce que tu stresses avec Harry, parce qu'Harry sait pas qui c'est, quoi. Ouais. Une voix grave grogne alors à Harry de baisser sa baguette. Il reconnaît aussitôt cette voix, c'est celle du professeur Maugrey. Quand il l'appelle comme ça, professeur Maugrey,
Non mais oui. L'intéressé précise qu'il n'a jamais vraiment été un professeur. Oui, c'est marrant qu'il l'appelle professeur Maugret. Ah oui, parce que pour lui, ça restera professeur Maugret. Mais pour nous aussi, d'ailleurs. Harry s'approche, mais se montre toujours prudent. L'expérience qu'il a vécue, justement, avec le faux Maugret l'année passée, l'ayant suffisamment marqué pour se méfier. Et je trouve qu'il a raison. Une deuxième voix lui demande de ne pas s'inquiéter. C'est celle du professeur Lupin. Oui, Rémus. Ouais, ça fait plaisir de le retrouver ici. Une voix de femme, cette fois, illumine la pièce d'un lumos et Harry peut enfin voir ses mystérieux visiteurs. La femme qui a lancé le lumos est jeune, avec des cheveux courts d'un violet éclatant. Elle se fait la réflexion à voix haute qu'elle imaginait exactement Harry comme ça. Maugret demande à Lupin s'il est sûr qu'il s'agit bel et bien du vrai Harry. En réaction, Lupin demande à Harry quelle est la forme de son patronus, et quand Harry lui répond un cerf, Lupin confirme qu'il s'agit bien du vrai Harry. Ce dernier se sent plus rassuré désormais, et quand il met sa baguette dans la poche arrière de son jean, il se fait réprimander par Maugret qui lui explique que certains sorciers se sont retrouvés avec une fesse en moins en faisant la même chose. Je me demande si c'est vraiment arrivé ce truc-là ou est-ce que c'est une invention de Maugret. La paranoïa de Maugret. Moi, je veux une nouvelle, une fanfiction ou peu importe quoi, un truc sur les sorciers qui ont perdu une fesse. Je veux savoir. Carrément. Je veux une histoire sur ça. D'ailleurs, Tonks se pose la même question, c'est-à-dire qu'elle demande à Maugret à ce moment-là, mais à qui c'est arrivé ce truc? mais ouais, même si on sait pas encore que c'est Tonks. C'est pour ça qu'on l'appelle la sorcière. Harry a du mal à croire ce qu'il voit, qu'un groupe de sorciers se trouve dans la cuisine des Dursley pour l'emmener avec eux après avoir passé des semaines isolés sans aucun signe du monde magique. La sorcière aux cheveux violets lui explique qu'ils ont éloigné son oncle et sa tante en leur envoyant une fausse lettre pour leur faire croire qu'ils étaient les finalistes du concours de la plus belle pelouse de banlieue. J'aurais bien aimé voir la réaction des Dursley en découvrant la supercherie. Genre, juste d'imaginer Vernon. Ça les a amenés où? Est-ce qu'ils ont attendu quand même un certain moment Genre, quelle adresse ils ont donné? Ça se trouve, ils leur ont donné une adresse complètement paumée, super loin, si ça se trouve. J'imagine Vernon en train de s'engueuler avec un mec en train de lui dire « Mais je sais que c'est ici, pourquoi vous voulez pas me laisser rentrer ?» Avec l'invitation dans la main et tout. C'est parce que je vais gagner, c'est pour ça. Ouais. Bah, on parlait de la série Harry Potter et de la possibilité éventuelle qu'il multiplie les points de vue. Plus j'y pense, plus je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que de quitter le point de vue de Harry et voir, par exemple, des scènes qu'on n'a pas dans les livres avec des professeurs, avec des adultes, avec d'autres personnages. Bon, bah, par exemple, ça, c'est une scène que j'aimerais bien voir dans une série, par exemple. Genre vraiment, les Dursley qui se rendent compte que c'est une supercherie. Pourquoi pas? Quand Harry demande s'ils vont au terrier, Lupin lui explique que c'est trop risqué et qu'ils ont donc installé leur quartier général dans un endroit plus sûr. Il lui présente ensuite Maugret, chose bizarre car Harry avait cru le connaître pendant 1 an. C'est vrai que là, ça doit faire bizarre quand même. Voici Maugret Foleuil. Le vrai. Le vrai, pour la première fois. Enfin, il l'a vu dans la valise. Ouais, enfin, dans un sale état quand même, hein, le pauvre. Je crois qu'il était au banquet de fin d'année aussi. Mais hyper parano, encore plus que d'habitude. Ouais, mais c'est marqué dans le texte. Cela faisait bizarre d'être présenté à quelqu'un qu'on avait cru connaître pendant 1 an. C'est assez rigolo, en effet. Lupin lui présente ensuite, et là je sais qu'il y a des fans, Nymphadora Tonks. Et oui, la voici à la fréquence. Elle fait sa grande arrivée. La seule et l'unique. La seule et unique. Mais cette dernière souhaite qu'on l'appelle uniquement par son nom de famille, Tonks. Je sais pas, moi je trouve ça joli comme prénom, Nymphadora. Ouais, je sais pas pourquoi elle aime pas Nymphadora. Ouais, j'adore moi aussi. Ouais, moi aussi. J'ai pensé à Nymph. Ouais. Et puis j'adore aussi comparé à Tonks. Tonks, c'est pas ouf non plus. Ouais. Bon, vous connaissez mon amour un petit peu pour l'étymologie. Alors promis, je vais pas le faire sur tous les personnages là qu'on va voir parce qu'il y en a un petit paquet. Mais je vous le propose sur Tonks quand même parce que c'est un personnage très important dans l'histoire. C'est un de mes personnages préférés, moi aussi. Et justement, sur son prénom, Nymphadora, est-ce que vous avez une idée d'où ça pourrait venir, l'origine du nom ? Ça me fait penser à Nymphe. Mais oui. Je sais pas si ça... Évidemment, ouais, nymphe. Nymphe, du coup, c'est du grec ancien. Hein. Nymphe, tu sais ce que ça signifie ? Fée ? Non, on est plutôt sur un truc un peu plus terre à terre. Non, je sais pas. Ça signifie jeune fille ou fiancée. Et ça peut même signifier vierge.
Voilà, donc on est sur la jeune fille, la virginité, le blanc pur, vous l'avez. Voilà, c'est... J'imagine pas Nymphadora comme ça. Et c'est marrant parce que Nymphadora, alors du coup c'est un mélange entre nymphe et je crois Doros ou Doras, je sais plus en grec, je crois que c'est Doros. Et Doros, ça signifie cadeau. Donc en gros, c'est un peu la fiancée donnée en cadeau. Ça veut un petit peu dire ça. Nymphadora. Oui, c'est un petit peu bizarre. Genre cadeau pour les dieux ou des dieux? Ça veut dire en gros cadeau de la jeune fille. Une sorte d'offrande de jeune fille aux dieux. Est-ce que c'est pas un petit jeu de la part de J.K. Rowling? Effectivement, dans l'étymologie, c'est le sens qu'on peut y donner et pas foufou. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que Tonks n'aime pas son prénom. Mais par contre, juste en termes de son, de sonorité, Nymphadora, je trouve ça. En plus, dans le monde de sorciers où ils ont tous des noms chelous, ça passe Nymphadora, tranquille. Hein. Oui, carrément. Et Tonks, c'est intéressant, Tonks. Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut venir? Je crois que j'ai vu ça vite fait. Tonks, c'est par rapport à... C'est pas un onomatopée de quelque chose qui tombe, non? C'est pas Exactement. ça? Ouais, c'est ça. C'est l'onomatopée en langue anglaise pour un objet lourd qui tombe. Ça fait tonk. Vous avez peut-être déjà vu ça sur des BD ou des trucs comme ça. Et, voilà, et ça colle super bien avec elle, du coup. Et ça colle super bien parce que elle est très maladroite. Voilà. Et juste un petit truc parce que là, du coup, elle aime pas son prénom. Et je crois qu'elle dit quelque chose du genre... je sais plus exactement comment elle tourne, mais elle parle de son idiote de mère qui l'a appelée comme ça. Mm-hmm. Et là, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, mais attends, ça veut dire peut-être qu'elle est en conflit avec sa mère, peut-être qu'elle s'aime pas, ou peut-être même que sa mère baigne dans les forces du mal, surtout qu'on va apprendre plus tard que elle fait partie de la famille Black, en tout cas qu'elle a une branche dans le grand arbre généalogique de la famille Black, toujours pure. Mais en fait, en réalité, ça met sur une fausse piste parce que pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, en fait, Andromeda, elle a épousé un émoldu, Ted Tonks, et du coup, elle a été reniée de la famille Black pour ça. Et en fait, Andromeda est quelqu'un de très bien. D'ailleurs, on va la revoir dans le tome 7 avec Ted Tonks, puisque c'est là-bas que vont se réfugier Hagrid et Harry après la bataille des 7 Potters. C'est leur destination. Ils vont chez Andromeda et Ted Tonks. Donc, et c'est pas elle qui recueille le petit après la mort des deux, là? C'est elle qui va recueillir Teddy, ouais, effectivement, parce que Ted Tonks décédera dans le tome 7. Ouais. En fait, je sais pas trop, là, elle parle de son idiote de mère, mais je pense que c'est juste par rapport au prénom, mais parce que je pense pas qu'elle soit en conflit avec sa mère. Et en tout cas, Andromeda, en fait, est très différente de ses deux sœurs, que Bellatrix et Narcissa, et justement, elle s'est fait renier de la famille, notamment à cause de son mariage. Voilà. Ça rafraîchit la mémoire de Marina, je pense. Et celle de tous les auditeurs et auditrices. On rentre dans le dur, Marina. Dans tous les personnages, tu vas voir. Ouais, mais je t'aurais devancé pour un truc à la fin du résumé. Ouh, petit teasing. J'adore. C'est au tour de Kingsley Shacklebolt de saluer Harry. Il est présenté comme un grand sorcier noir. Puis de Elphias Doge, Daedalus Deagle, Emmeline Vance, Sturgis Podmore et Estia Jones. Beaucoup de personnages qu'on cite ici. Harry est assez intimidé que tous ces sorciers le fixent. En plus, il connaît pas tout le monde. Et il se demande d'ailleurs pourquoi ils sont venus si nombreux. Lupin explique que beaucoup de personnes se sont proposées volontaires pour cette mission. Et Maugret s'en félicite, expliquant qu'ils sont sa garde rapprochée ce soir. Titre du chapitre, vous avez vu... Voilà, on raccroche les wagons. Alors, je sais pas pourquoi, mais Kingsley, il a pas beaucoup de répliques, il a pas un grand rôle dans la saga quand même. Enfin, il a pas trop la lumière sur lui. Et pourtant, je le kiffe de fou. Mais il a un charisme. J'adore ce personnage et même dans les films, l'acteur, il a un charisme de malade. Je veux voir un spin-off sur lui. Oui. Ouais, c'est un personnage qui reviendra dans l'Ordre du Phénix et qui reviendra dans les tomes suivants. On sait qu'il va devenir ministre de la magie quand même. C'est après la bataille contre Voldemort. Donc, c'est un personnage extrêmement important. On sait aussi qu'il infiltrera le ministère Moldu. Donc, les Dursley connaissent Kingsley Shacklebolt. Ils l'ont déjà vu à la télé, par exemple, sans savoir que c'est un sorcier. Mais je me souviens plus. C'est quoi l'histoire ? En fait, Kingsley Shacklebolt, il travaille, c'est une espèce d'assistant, je crois, il travaille pour la sécurité du Premier ministre Moldu. Ouais. Et c'est pour ça, il inspire confiance à Vernon.
Et en fait, Vernon ignore que c'est un sorcier. Voilà. Et il sait pas qu'il était chez lui. Bah là, non, il le sait pas. Mais il va apprendre que c'est un sorcier, par contre. Je trouve que l'acteur, il est tellement bien casté et tout. Ouais. Je sais pas, j'ai un truc avec lui. Oui, il inspire quelque chose. Son costume, à chaque fois, Ouais. Il est trop beau. Et puis là, alors ça, je crois que c'est pas dans le livre, mais quand Dumbledore fuira de Poudlard pour pas être emmené à Azkaban par Ombrage, vous savez, il fait ce truc stylé et tout, et il a cette phrase à dire vous pouvez penser ce que vous voulez sur lui, monsieur le ministre, mais vous pouvez pas nier qu'il a du style ou un truc comme ça. Hein. C'est lui qui a cette réplique-là. Mais je crois que ça a été ajouté dans le film. Il me semble que c'est pas dans le livre. Mais je me trompe peut-être. Je sais pas. Alors juste sur les membres de la garde rapprochée, bon, on aura l'occasion de reparler des principaux personnages. Là, on a commencé à le faire. Évidemment, on a Remus Lupin, Maugrey Folleuil, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt. Voilà, donc ça, c'est les 4 principaux. Et les moins connus qu'on a cités, c'est Daedalus Diggle, Elphias Dodge, Emmeline Vance, Sturgis Podmore et Estia Jones. Petite question, est-ce que vous vous souvenez de la scène du film Qui est là, qui n'est pas là? Ah, justement. Dans le film, est-ce que vous vous souvenez? Il y a Tonks, il y a Kingsley. Oui. Il y a Lupin. Maugrey. Alors, je vais t'arrêter ici. Il n'y a pas Lupin. Mais attends, il n'y a pas Lupin. J'ai été vérifié, j'étais persuadé qu'il y avait Lupin et il n'y a pas Lupin. Non, il n'y a pas Lupin. Il y a Tonks. Eh oui, non, il n'y a pas Lupin. Eh oui. Ah bon? Ouais, non, c'est en le disant, non, je le vois pas, ouais. Donc, il y a bien Tonks, il y a bien Folleuil, il y a bien Shacklebolt, évidemment. Et il y en a 2 autres qui font partie de cette liste de personnages plus secondaires. Je vous l'ai dit. Qui est présent dans le film? Qui sont présents dans le film, oui. En fait, on voit Elphias Dodge et Emmeline Vance. Ils ont été castés, oui. Il y a un vieux monsieur et une sorcière. Ah bon? Ça, je me souviens pas du tout. Donc, en tout, en gros, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5 dans le film. Ok. Voilà, 6 avec Harry. Pourquoi ne pas avoir mis Lupin et... Je sais pas, ça aurait été l'occasion en plus de revoir David Twellis, ouais. Mais on le voit dans le 5, Lupin? On le voit Oui, on le voit dans Oscar Grimoire, ouais. Pourtant. Ah oui. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi il a pas été casté dans cette scène. Après, c'est peut-être... Trop cher. Ouais, peut-être que c'est juste un truc d'emploi du temps. Des fois, c'est bête, hein, mais... parce qu'ils ont quand même mis 2 personnages secondaires avec Dodge et Emmeline Vance. Donc, voilà. Lupin, Diggle, Jones et Podmore, ils sont pas dans le film. Et d'ailleurs, Estia Jones et Sturgis Podmore, ils ont jamais été castés. On les verra absolument jamais. Voilà. Peut-être dans la série. Peut-être dans la série. On verra. Dans cette scène-là, il y a Daedalus Diggle qui dit à Harry qu'ils se sont déjà rencontrés. Bah oui. Dans quel contexte ils se sont déjà rencontrés? Est-ce que c'était pas dans le tome 1, c'était pas lui le sorcier qui disait « Ah, Monsieur Potter, je vous aime trop », le fan, là? Exactement, ouais. C'est ça. Il l'a abordé un jour au supermarché. Et Harry va le reconnaître quand il se rend au chemin de traverse. Et on a cette scène dans le film aussi. Et on le reverra dans le tome 7 avec Estia Jones, justement, parce que c'est eux 2 qui viennent chercher les Dursley pour les emmener en sécurité. Mais Vance, il y a sa fille à Poudlard, non? Il n'y a pas une élève qui s'appelle Vance Alors, ça me dit rien. Alors, tu confonds peut-être avec Lily Evans. Non. Mais oui. Parce que Evans, ça ressemble, mais c'est pas ça. Non, je crois pas qu'il y ait... Oh, peut-être, hein. Peut-être qu'on cite et j'ai oublié. Par contre, on sait un truc déterminant sur Emmeline Vance. Vous savez? C'est dans le tome d'après. Non. Malheureusement, elle se fait tuer en fait au début du tome 6 par les Mange-Morts. On l'apprend, voilà. Elle se fait tuer pas loin de la résidence du Premier ministre Moldu. On l'apprend dans le premier chapitre du tome 6 avec l'autre ministre, voilà, avec le ministre Moldu. Donc, malheureusement, elle mourra bientôt. Et on va reparler de Sturgis Podmore dans le tome 5 aussi. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi? Lui, pour le coup, ça va être un personnage assez intéressant dans ce livre. Mais c'est des détails qu'évidemment beaucoup de gens ont oubliés, surtout quand on a surtout le film en tête. En fait, il va monter la garde au département des mystères. Il va faire partie de ces nombreux membres de l'Ordre du Phénix qui montent la garde pour surveiller la prophétie. Sauf que lui va être soumis à l'Imperium par Lucius Malfoy et ça va se passer le jour de l'audience disciplinaire de Harry. Voilà. Et en fait, la veille de la rentrée de Poudlard, il est toujours sous Imperium et en fait, il va tenter de voler la prophétie, mais il va être arrêté et condamné à 6 mois d'emprisonnement à Azkaban. Et c'est la raison pour laquelle en fait, il accompagne pas Harry
et compagnie, en fait, à la gare de King's Cross le lendemain. En fait, il est absent. Les membres de l'Ordre du Phénix se demandent où est bien ce Storgy Spawnmore. Et en fait, il vient de se faire arrêter parce qu'il a essayé de voler la prophétie sous Imperium. Voilà pour ce Storgy Spawnmore, mais on en parlera. Donc voilà, j'étais exhaustif. J'étais trop long comme d'habitude, mais c'est intéressant. Ça rafraîchit la mémoire, ce podcast aussi. Ah ouais, non mais carrément. Avec tous ces personnages qu'on n'a pas forcément dans les films. Alors Lupin explique en jetant des regards par la fenêtre qu'ils attendent un signal pour partir d'ici 15 minutes. Tonks en profite pour faire le tour de la cuisine et elle se fait la remarque que les Dursley sont très propres, contrairement à son père qui lui aussi est moldu. J'ai une dernière question à vous poser et après je donnerai la main à Marina et j'arrêterai de vous embêter avec toutes mes petites anecdotes. Mais il y a une petite erreur dans ce passage, est-ce que vous savez laquelle ? Et je sais. Oui. Parce que non mais attends, j'avoue. Normalement, on lit pas la partie de l'autre. Et là, je suis juste tombée sur la fin de ta partie et j'ai vu ta question. Et du coup, j'ai été chercher la réponse. Alors vas-y, on t'écoute, Marina. Bah en fait, son père, c'est un émoldu, mais il a des pouvoirs magiques, c'est pas un moldu en fait. Ouais, tout à fait. Elle s'est trompée, il y a eu une erreur en fait. Alors c'est pas J.K. Rowling qui s'est trompé. C'est la traduction. C'est Jean-François Ménard. Ah non. Eh oui. Parce qu'en anglais, dans ce passage, Tonks, elle présente bien son père comme un Muggleborn, comme un émoldu. Et pour X raisons, Jean-François Ménard a traduit ça par moldu. Voilà. Donc, je croyais que c'était juste un moldu, son père. Bah non, c'est pas que sa mère, elle s'est fait bannir de la famille. Ouais, mais elle s'est fait bannir parce qu'elle s'est mariée avec un nez moldu. Pas un sang pur, en fait. Ouais, parce qu'un nez moldu, c'est comme un moldu, tu vois, pour les sangs purs extrémistes. Ouais. Et d'ailleurs, pour preuve, l'erreur de traduction n'est pas présente plus tard dans le chapitre 6, parce que Sirius, il dira bien en français que sa cousine Andromeda a épousé un sorcier d'origine moldue, mais un sorcier. Donc, il s'est trompé uniquement dans ce passage-là. Donc, en fait, la version française est incohérente. Voilà. Et ça n'a pas été corrigé sur les nouvelles éditions ? Ça n'a jamais été corrigé. Je crois pas. Donc, même si vous... Moi, je l'ai lu là-dedans, alors je vais aller regarder. Parce que regarde, parce que ouais, l'édition illustrée de Jim Kay, je pense pas que ça a été corrigé. Bah, moi, par exemple, la nouvelle édition de l'anniversaire et tout, ça n'a pas été corrigé. Ouais, je crois pas que ça a été corrigé. D'ailleurs, Gallimard, petit appel, corrigez cette petite erreur. Ça serait pas mal. Parce que un coup, dans le chapitre 3, on dit que c'est un moldu. Dans le chapitre 6, on dit que c'est un émoldu. Bon, ça serait bien, des années après, un des livres les plus vendus du monde. Ce serait bien de corriger cette petite erreur. Ce serait intéressant. Je fais un petit chèque à Marina et Jérémy au passage. Après, ça nous donne du grain à moudre, nous, dans l'émission. Oui, merci, Gallimard. Oui, ça donne des petites anecdotes croustillantes. Oui, c'est à quel moment déjà ? Ça va être à peu près la moitié du chapitre. Du coup, c'est juste avant que Harry monte dans sa chambre. Pour récupérer ses affaires avec... Voilà, c'est ça. Ok, je cherche. Vous pouvez continuer. Ouais, tu peux chercher, mais je suis quasi sûr que ça n'a pas été corrigé. Bah, nous, en tout cas, dans ma version, ça n'a pas été corrigé. Et puis, t'as une des dernières, toi. Hein. Ouais. Donc, ouais. Mon père aussi est un moldu, mais c'est vrai, un vrai cochon. Et voilà. Et voilà. Corrigez ça. Corrigez-moi ça, Gallimard. Alors que Harry demande pourquoi il n'y a aucune nouvelle concernant Voldemort. Mais Harry n'a pas le temps de finir sa phrase, il est interrompu par des sifflements provenant du groupe de sorciers et par Maugrey qui lui demande de se taire. C'est bien trop imprudent de parler de ce sujet maintenant. Alors que l'œil normal du sorcier fixe Harry, son œil magique reste fixé au plafond. Maugrey explique que depuis que, je cite, la vermine s'en est servie, il ne fonctionne plus correctement. Et joignant les gestes à la parole, dans un bruit de succion, Folloy arrache son œil magique de son orbite. D'un air blasé, Tonks lui demande s'il a conscience de ce qu'il vient de faire est dégoûtant. Sur la demande de Folloy, Harry lui apporte un verre d'eau destiné à l'œil magique. L'ancienne Aurore en profite pour avoir une vision parfaite à 360 degrés durant le trajet. Et d'ailleurs, en parlant de trajet, Harry se demande comment ils vont se rendre à l'endroit prévu. Et c'est Lupin qui lui répond, ils vont partir en balai. C'est la seule solution. Harry est trop jeune pour transplaner et le réseau de cheminées est vraiment trop surveillé. Puis le prix à payer pour installer un porte au loin sans autorisation est bien trop élevé. J'ai une question par rapport à ça sur le porte au loin. Parce que Lupin, effectivement, dit que c'est trop cher. Mais pourquoi c'est trop cher ? L'amende. Ah, tu penses qu'il parle de l'amende à payer au ministère ?
L'amende, pourquoi? Pour faire un porte-loin clandestin, genre? Ouais, c'est ça. Je pense que si t'es pris, tu payes une amende au ministère. Parce qu'effectivement, on a l'exemple, par exemple, à la fin de ce tome 5, Dumbledore, sous l'œil de Fudge d'ailleurs, il va créer un porte-loin pour faire ramener Harry à Poudlard. Bon, peut-être parce que c'est Dumbledore. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Ah oui, ok. Enfin, moi, j'ai interprété ça comme ça. Non, mais oui, c'est possible. Kingsley intervient pour vanter les talents d'Harry sur un balai, appuyé par Lupin, qui demande au jeune sorcier d'aller faire ses valises. Tonks se porte volontaire pour l'accompagner. Jusqu'à présent, elle trouvait la maison des Dursley bien trop propre, au point que cela manquait de vie. Par contre, dans la chambre d'Harry, il y en a de la vie. Entre les livres par terre, la valise ouverte où se mélangent vêtements moldus et sorciers, et la cage d'Edwige qui aurait bien besoin d'être nettoyée. Alors qu'Harry prépare ses bagages, Tonks s'observe dans le miroir de l'armoire. Selon elle, le violet ne lui va pas, ça lui donne mauvaise mine. Elle plisse les yeux, et un instant plus tard, ses cheveux violets deviennent rose chewing-gum. Harry, intrigué, lui demande comment elle a fait. Et Tonks lui explique qu'elle est une métamorphomage. Elle a la capacité de changer d'apparence à volonté. Cette aptitude lui a valu les meilleures notes en dissimulation et déguisement lors de sa formation d'Aurore. Petite question que je me permets de vous poser. Est-ce que vous aimeriez être une métamorphomage ? Ouais, carrément. Oui, de ouf. Et toi ? Carrément. Bah, tout le monde, je pense. Même Harry, il veut trop. Hein. Mais oui, et je me suis posé la question quand on était quand j'étais en train de préparer un petit peu l'épisode, parce que pour ceux qui sont sur Patreon, on en parlera un peu plus tard des arts dans le monde magique, mais dans les arts, j'ai pensé notamment au tatouage, et je me suis dit, est-ce que Tonks, elle peut se tatouer comme ça par poison? J'imagine que oui, puisque moi je suis une grande fan de tatouage, donc du coup je m'imaginais en métamorphomage, en mode, ah oui, je remplis ma jambe d'un coup comme ça, je la termine, ensuite je fais mon travail. Ah ouais, carrément. Pas besoin de payer, pas besoin d'avoir mal. Oui. Hop. Et surtout, tu peux changer comme tu veux et tout, c'est trop bien. Oui. C'est vraiment très très cool. Et puis, ce que j'aime bien avec Tonks, c'est là qu'on voit que c'est un personnage haut en couleur, c'est le cas de le dire, mais c'est-à-dire qu'elle change ses cheveux du violet au rose. Enfin, on imagine très bien son style complètement à la marge et tout. Enfin, elle dénote des sorciers et des sorcières qu'on a l'habitude de voir. Elle a son univers et tout. Tellement cool comme personnage. Je l'adore. Trop. Et c'est aussi... elle est vite devenue une espèce d'icône LGBT aussi pour le fandom d'Harry Potter, même si on sait qu'elle est 100% hétéro. Je sais pas, peut-être pour son style, tu vois, sa capacité aussi de changer d'apparence à volonté. Enfin, je pense que ça a parlé à beaucoup de gens, même si on va apprendre plus tard, hein, pas dans ce tome-là, mais plus tard, qu'en fait, elle est complètement in love de Rémus Lupin. Mais c'est pas d'elle quelqu'un d'hétéro, à tout moment elle est oui, c'est possible aussi. Elle peut être bi et tout. En fait, peut-être qu'elle a été érigée en égérie parce que justement haute en couleurs, plein de couleurs dans les cheveux, et forcément plein de couleurs amène à l'arc-en-ciel amène à toute la sphère queer, quoi. Ouais, puis cette liberté aussi d'être ce qu'on a envie d'être, et cette liberté de changer, de se métamorphoser, d'assumer qui on est complètement. Elle est géniale. Let's go, Tonks. De plus en plus impressionné par elle, Harry apprend aussi que Kingsley est Aurore. Curieux, il se demande s'il est possible d'apprendre à devenir métamorphomage. Mais Tonks répond que non, cette capacité est innée et rare. La plupart des sorciers doivent utiliser leurs baguettes ou des potions pour changer d'apparence. Enfin, elle lui rappelle qu'ils sont là pour faire ses valises et pas pour discuter au final. Et donc du coup, elle lui dit, je parie que t'aimerais bien dissimuler ta cicatrice. Je pense que c'est pour ça qu'Harry veut parfois se fondre dans le décor et pas ressembler à Harry Potter pour être tranquille en fait. Ouais, il y a cette phrase notamment, le narrateur dit Harry détestait qu'on regarde sa cicatrice. Ça, c'est un truc à tous ceux qui pensent que Harry est un but de lui-même, qu'il aime jouer le héros. Bah non, en fait, cette phrase prouve le contraire. Il a horreur d'être reconnu, Harry, en fait. Ouais, on imagine qu'il aimerait bien effacer notamment sa cicatrice quand il n'a pas forcément envie de la montrer, quoi. Ouais. Un autre truc, c'est que là, Harry, la rencontre avec Tonks, c'est importante parce que c'est une Aurore. Elle est jeune. Ils sont pas le même âge, évidemment, mais elle est jeune. Et je pense qu'il y a un truc en mode un peu comme
Bill, vous savez, où il est cool, il a les cheveux, il a une dent de dragon en boucle d'oreille. Et je pense qu'il y a un truc en mode waouh, moi aussi je veux être une Aurore comme elle. Puis elle rentre pas dans les cases en fait, elle est un peu en dehors des cases justement. Ouais. Elle a l'air d'être un peu en marge et tout. Et ouais, il est vachement admiratif d'elle. Mais est-ce que avant cette phrase, je me suis demandé, est-ce qu'il avait déjà parlé de la volonté d'être Aurore? Je crois pas. Je crois pas, parce que ça va revenir plus tard dans ce tome-là, parce qu'en 5e année, comme ils préparent les buses, ils doivent aussi réfléchir au métier qu'ils veulent préparer pour leurs aspics. Tu vois, par exemple, Harry, en tant que Gryffondor, il aura un rendez-vous avec McGonagall pour définir son projet de carrière. Et c'est là où, pour la première fois, je crois, il va dire qu'il avait pensé que peut-être il pourrait devenir Aurore. Et je pense que cette rencontre avec Tonks, là, tout de suite, a son importance, quoi. Je pense aussi. Et même Kingsley, je pense qu'il a fait un effet à Harry. Et donc, du coup, Tonks plus Kingsley qui sont Aurore, ça donne une autre image de l'Aurore par Folleuil, par exemple, qui est devenu complètement parano à cause de ses états de service. Que physiquement, il est rapiécé de partout. Tonks, c'est l'anti-Folleuil. D'ailleurs, on va le voir, mais elle n'hésite pas à lui tenir tête. Ouais, carrément. Ouais. Avec un sourire malicieux, elle lance un fait-la-malle et aussitôt, les livres et vêtements d'Harry atterrissent pêle-mêle dans sa valise. Alors, c'est pas très ordonné, mais au moins tout est dedans. Et elle lance également un récurvite sur la cage d'Edwige. Le résultat n'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. Tonks admet que sa mère a de meilleurs résultats avec ce genre de sortilège ménager. Elle-même n'a jamais été très douée pour les tâches ménagères. Et donc, du coup, là, on apprend quand même, je crois qu'on s'était déjà posé la question pour les sortilèges de cuisine et tout ça, que tout le monde savait bien finalement cuisiner ou faire le ménage avec la magie. Mais en fait, non. Voilà, par exemple, que c'est pas parce que tu lances un sortilège ménager que ton ménage va être fait impeccablement. En fait, il y a du talent derrière quand même. Je pense que ça va être pareil pour la cuisine. Quand Madame Weasley fait les sauces et tout, qui paraissent de nulle part. Ah bah clairement, oui, je pense que Madame Weasley est extrêmement douée dans ce qu'elle fait, en fait. C'est-à-dire que être une mère de famille, surtout avec autant d'enfants, et de faire cuisiner pour 10 personnes comme ça, effectivement, je pense que elle a de la pratique, et je pense que personne au sein de, par exemple, de la famille Weasley est capable de reproduire ce qu'elle fait, en fait. Et on le voit avec la mère de Tonks aussi. Elle essaye d'ordonner un peu plus la valise quand même, mais on voit bien qu'elle n'y arrive pas, et pourtant c'est un Aurore, donc elle doit être assez douée en sortilège. Donc en fait, c'est pas donné à tout le monde des sortilèges ménagers. Du coup, ça m'a fait tilt parce qu'on en avait déjà parlé. On peut pas être doué en tout, en fait. Par exemple, la maman de Tonks, c'est peut-être quelqu'un, effectivement plus mère au foyer, je sais pas. Même Tonks, c'est fille unique, mais on imagine qu'elle est peut-être plus douée pour des sortilèges ménagers, etc. Oui. Alors que Tonks, elle est devenue une horreur, elle aime être sur le terrain, elle aime être dans l'action. C'est peut-être pour ça aussi, pas le désaccord, mais où elle est un peu en contradiction avec sa mère, c'est que peut-être que sa mère, elle est moins indépendante qu'elle ou autre. Elle est plus mère au foyer, donc du coup, elle est un peu dans la rebelle-attitude par rapport à sa mère et ses choix de vie, peut-être. Ouais, puis Andromeda, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais moi, c'est un personnage qui me fascine parce que c'est un peu comme Sirius, c'est-à-dire qu'elle s'est détachée de sa famille avec des valeurs extrêmement douteuses qui baignent dans la magie noire, au point effectivement de se marier avec un émoldu, ce qui fera qu'elle sera reniée de la famille. Donc Andromeda et Sirius Black ont beaucoup de points en commun. Et c'est un personnage qui me fascine parce que j'aime bien ce genre de parcours. Tu vois, tout est déterminé. Tu vois, Andromeda aurait pu être une Narcissa bis ou une Bellatrix bis. Mais non, elle a décidé d'être Andromeda. On en reparlera. Mais ouais, effectivement, c'est fascinant. Mais malgré ça, effectivement, peut-être que Tonks, c'est pas forcément hyper proche de sa mère. Et, c'est intéressant. En faisant l'inventaire des affaires d'Harry, Tonks est admiratif de son éclair de feu. Harry est aussi fier de ce balai qui est offert en plus par son parrain. Elle vole encore sur son Comet 260. Attends, juste un truc. Enfin, j'ai 2 petits trucs. On est passé vite sur le sortilège fait la malle. Mais c'est la vie, quand même, ce truc. Ah oui. Qui n'a pas rêvé de faire un petit sortilège fait la malle? C'est ça qu'on voit que la magie, quand tu la maîtrises bien, qu'est-ce que c'est pratique, quand même. Non, mais clairement. Et si ça n'existe pas, il nous faut le sortilège défait la malle. Parce que quand tu rentres de voyage, qu'il est 23h et que tu te dis, bon, est-ce que je la défais maintenant, au moins demain quand je me réveille, je suis bien ou pas? Mais que t'as la flemme, bon, là, il nous faut ça. Hein.
D'ailleurs, grosse différence entre Marina et moi là-dessus. J'en étais sûre que t'allais parler de la valise. Mais toi, t'es un psychopathe. T'es un psychopathe de la valise. J'avoue. On rentre, peu importe les heures de route qu'on s'est tapées, les heures de train. On range, on fait le ménage et on range la valise. Non, moi, ça me dérangerait pas, j'avoue. Alors moi, je suis l'extrême inverse. Ça me dérange pas de laisser la valise ouverte pendant une semaine et de piocher dans la valise et pas ranger. Elle se vide d'elle-même petit à petit. C'est ça. J'avoue que je suis un peu toqué là-dessus. C'est-à-dire que on rentre de voyage ou de vacances, etc. C'est vrai que dès que j'arrive, il faut que je défasse. Oui, il faut que je défasse ma valise, en fait. J'aime pas du tout que la valise reste comme ça dans un coin, encore avec je sais pas. J'aime bien préparer les lessives et tout, mais je suis maniaque là-dessus. J'avoue, je sais pas pourquoi. Mais je comprends parce que si je le fais pas en rentrant, je le fais jamais et j'aime pas qu'elle reste là pendant une semaine. Mais j'aimerais pouvoir me dire juste, tu vois, genre, c'est pas grave, je le ferai demain. Mais si je le fais pas en rentrant, jamais. C'est pas grave. On a un phénomène dans le chat. Une pensée pour ma valise avec encore du bazar des vacances de septembre. On enregistre et on est au mois de janvier. Ça pourrait être tellement moi. si je m'étais pas mariée à Jérém. D'ailleurs, en chambre d'ado, moi, pour le coup, c'est pas un point que j'ai en commun avec Harry parce que j'ai toujours été, c'est vrai, un peu maniaque, assez ordonné. Genre, ma chambre a jamais été vraiment en bazar. Je pense que ça vient de ma maman qui est une maniaque incroyable. Oui, mais toi, tu vois, du coup, toi, t'as suivi ses pas, entre guillemets. Ouais. Mais par contre, moi, ma mère, elle est maniaque aussi. Et du coup, j'ai fait totalement l'inverse. Je suis un peu... Mais la description de la chambre de Harry, c'est un peu comme ça que j'imagine ta chambre quand t'étais ado et que je te connaissais pas encore. Mais carrément. Non. Ou avec des chats, quoi, partout. Mais... oui, il y avait les chats et les poils de chat. Mais oui, il y avait des livres partout. Et il y a un truc que Jérémy ne supporte pas, que je fais toujours. C'est genre... je mets des vêtements au bout du lit. Ah oui, ça... Et ça, tu supportes pas. Non, j'ai appris à faire avec, parce que j'ai pas le choix. Mais c'est un truc que t'as toujours fait, ça. Bah oui. Dites à Marina si vous êtes dans sa team. C'est-à-dire que Marina, par exemple, avant d'aller se coucher, elle va enlever les vêtements, mais il faut absolument qu'elle les mette sur le lit à ses pieds. Voilà. Faut absolument pas les ranger, les plier et les mettre quelque part. Non, il faut que ça soit sur le lit à tes pieds, toujours. Et après, quand tu te couches, genre, ils sont toujours à tes pieds sur le lit? Oui. Et je trouve ça rassurant. Oui, il faut la chaise foutoir, tu sais. Il faut une chaise. Bah non. Ah, la fameuse chaise, ouais. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est un peu rassurant d'avoir un tas de vêtements sur les pieds. Je sais pas comme ça. Je vais mettre une chaise dans la chambre et voir s'il se passe quelque chose. Si tu sais, un espèce de banc au bout du lit, là, comme pour t'asseoir, pour mettre tes chaussures ou quoi. On n'a pas la place au bout du lit, on est sous les pentes. Ah oui, donc c'est pour ça, du coup. Il faut continuer à les mettre sur le lit, alors. Hein, bah ouais, c'est pour ça. C'est ça. Non, mais ça va, il y en a. Là, par exemple, si. S'il y a mon gilet au bout du lit. Et juste avant que tu embrayes sur la suite, on a l'esprit très mal placé depuis le début de ce tome 5. Merci Adrien, d'ailleurs, au chapitre 1. Moi, j'étais passé complètement à côté des trucs Big D et compagnie. Mais du coup, maintenant, j'arrive plus. Je suis matrixé par le côté grivois, tu vois, du sous-texte. Et là, il y a quand même un truc qui est dit là avec le balai. C'est-à-dire que quand Tonks voit le balai de Harry, sorti de son contexte, je vous cite la phrase. Donc, on parle de Tonks. Ses yeux s'écarquillèrent en se posant sur l'engin que Harry tenait dans sa main droite. C'est tout. J'avais pas pensé. C'est tout, je dis juste ça. J'avais pas fait attention. Hors contexte, il faut pas la citer celle-là. À toi, Maria. D'ailleurs, tout à l'heure, la baguette dans la poche arrière sur les fesses. Bon. Oui, il y a un petit peu de truc. Ouais. C'est vrai qu'on se demande si c'est pas... Enfin, c'est forcément conscient, je pense, de la part de J.K. Rowling. Il y a peut-être un truc, ça y est, maintenant, on est dans l'adolescence. Vous avez grandi avec Harry. Elle fait un petit peu des petits clins d'œil, des sous-entendus. Voilà, c'est les hormones, il se passe des trucs. Je pense que c'est vrai. Tu penses Je sais pas, je pense qu'il y a des sous-entendus qui sont assumés. Ouais. Pourquoi ils auraient pas fait des sous-entendus entre les adolescents et plutôt là entre une jeune adulte et l'adolescent? Je sais pas. C'est vrai que c'est creepy quand même.
J'y avais pas pensé. Bah, un écoute, peu comme Rita Skeeter dans le 4 qui est un peu viens, on va dans le placard à balai. Ah, exactement. Pour moi, Rita Skeeter, il y a un truc, si t'es jeune ou un peu naïf, je sais pas, que t'as pas le truc bizarre de cette femme qui est enfermée dans un placard à balai sombre avec un adolescent et qu'en plus qu'elle joue la séduction et tout, c'est ok, tu perds rien de la scène. Mais t'es là en mode, tu vois, avec notre lecture, avec notre regard d'adulte d'aujourd'hui, t'es là en mode, il y a quand même des sacrés sous-entendus. Hein. Et je pense Pourtant, que les sous-entendus, ils sont assumés. Quoi. Ah oui, je pense que c'est assumé. Hein. Et Rita Skeeter, elle est encore plus âgée que Tonks, il me semble. Hein. Donc l'écart est encore plus... Jérém qui voit des signes partout maintenant. Mais oui, mais après, bon, c'est peut-être à cause de Marina et d'Adri. Hein. Enfin, ils descendent. Harry, tu as ta baguette et tes 2 fesses? Alors, locomoteur Barda. Et là, encore une fois, un sortilège qu'on aimerait dans notre vie. Ouais. La valise d'Harry s'élève et flotte dans le couloir, suivie par Tonks avec la cage d'Edwige à la main et Harry avec son balai ou son engin. Oui. Dans la cuisine, Harry observe Kingsley et Sturgis Podmore examiner le micro-ondes. Estia Jones s'amuser avec un épluche légumes. Et Lupin, le seul vraiment fait sérieux, qui scelle une lettre destinée aux Dursley pour les rassurer qu'Harry reviendra pour l'été. Ce qui est assez drôle quand même. Moins d'1 minute plus tard, tout le monde est prêt à partir. Mais avant ça, Folleuil explique à Harry qu'il doit le désillusionner. Qu'est-ce donc ça, désillusionner? C'est un sortilège pour te rendre invisible parce que tu as ta cape, mais tu risques de ne pas la maintenir en place sur ton balai. Donc il frappe Harry sur le crâne avec sa baguette, enfin il tapote, oui. Et aussitôt... Je te préviens, c'est un peu violent par contre. Aussitôt, le jeune sorcier a l'impression qu'un liquide froid coule sur lui. Il devient alors une sorte de caméléon humain. Ça doit être trop bizarre quand même. Ouais. En fait, tu vois ce qui se passe sous toi. C'est comme dans la voiture volante quand ils la rendent invisible. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ça fait peur. En fait, je crois qu'Harry il voit la forme de son corps, mais c'est transparent derrière lui. En fait, il se voit comme un caméléon qui. Ouais, c'est ça. Il prend un peu le la texture, la couleur. Voilà, c'est ça, ouais. Ça doit faire très bizarre. Et c'est très bien décrit dans le texte parce que il y a la métaphore de comme si Maugrey lui cassait un œuf au-dessus de sa tête et que l'œuf coule en fait. On imagine très bien. Ah, ça donne des petits frissons à Ninon. Mais... La joyeuse troupe sort alors sur la pelouse des Dursley. La fameuse pelouse. Oui. Et d'ailleurs, là, bon, c'est pas concernant la pelouse, mais moi, je me suis posé une question. Qu'advient-il du verre d'eau dans lequel il y avait l'œil? Parce qu'il me semble pas qu'ils l'ont mis au lave-vaisselle ou quoi. Et je me suis imaginé, je sais pas, Vernon et Pétunia en train de rentrer, fatigués, marre, ouais, soirée bizarre, il y avait pas le concours, machin, et prendre le verre d'eau et le boire, quoi. Et moi, j'étais là en mode, Il y a un petit arrière-goût. Pareil, petit peu le mec là-dessus. Ça serait une scène géniale dans la série. Ah oui. Le Vernon qui... Ah, putain, qui regarde le verre. Et toi, tu sais ce qui s'est passé dans le verre. T'as mal lavé, Pétunia. La nuit semble trop claire pour Folleuil, qui s'inquiète pour leur sécurité. Il rappelle à tous de ne pas rompre la formation et que personne ne doit s'arrêter, même en cas de danger. Et là, il précise que s'il meurt, l'arrière-garde prendra le relais pour amener Harry sain et sauf. Et si Harry devait voler seul, il devra continuer vers l'est où la fameuse arrière-garde le rejoindra. Le premier signal arrive dans le ciel sous forme d'étincelles rouges. Harry enfourche son éclair de feu, prêt à partir, et un deuxième signal, vert cette fois, apparaît. D'un grand coup de pied au sol, Harry s'élance, et là, une explosion de joie l'envahit. Ses soucis semblent s'évanouir dans l'air frais, tandis qu'il s'éloigne de Private Drive. Maugrey ordonne un virage serré à gauche et une montée en altitude. J'ai noté un petit truc à ce moment-là. C'est une petite interrogation. J'ai ma réponse, mais on peut quand même le souligner. C'est quand même un peu bizarre, je trouve, que la trace ne détecte pas l'utilisation d'un balai volant. Vous trouvez pas? Parce que, en gros, Harry lance un sortilège, n'importe lequel d'ailleurs. S'il y a un moldu à proximité, paf, renvoyé de Poudlard, le ministère, hein, tout le tralala et compagnie. Bon, c'est Harry, il y a un complot et tout, ok. Mais n'empêche que, voilà, n'importe quel sortilège que tu lances, même un sortilège insignifiant, tu peux être inquiété pour ça.
Par contre, tu peux voler sur un balai magique au milieu de plein de moldus, ça pose aucun problème, la trace ne le saura jamais. Oui, parce que les Weasley, par exemple, ils jouent au Quidditch et tout pendant l'été sur leur balai et ça pose aucun problème. En termes de secret magique, c'est un peu bizarre quand même. Je me suis posé la question parce que, en fait, j'ai l'impression le balai, ça nécessite quand même une action magique de ta part pour l'utiliser. Genre, on le voit dans le 1, ils sont là, ils mettent la main au-dessus, ils disent debout. Debout. Ils disent debout et bon, il faut faire un truc, quoi. Ils peuvent pas juste prendre l'objet et l'utiliser. Comme par exemple, se foutre sous la cape d'invisibilité. Là, pour moi, il n'y a pas besoin d'une aptitude magique quelle qu'elle soit. Un moldu pourrait l'utiliser, quoi. Et là, je comprendrais du coup que ce soit pas vu par la trace. Mais le balai, c'est pas logique pour moi. Ouais, c'est pas très logique aussi, je trouve. Eh bon. Je crois qu'il y a un petit mot dans le Quidditch à travers les âges où c'est dit qu'il y a une tolérance, que les familles de sorciers comme les Weasley peuvent jouer au Quidditch s'ils sont suffisamment éloignés des moldus. Mais bon, c'est un peu en mode comment tu peux être sûr que personne va te voir. Je veux dire, je sais pas, genre il y a les drones aujourd'hui. Tu peux, enfin, je sais pas, enfin c'est bizarre quand même comme truc. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Twilight quand il joue au baseball sous le tonnerre pour pas se faire prendre. Avec Muse. Parce qu'ils sont tellement forts que ça fait des bruits de tonnerre et tout. Ça fait oui, là, pareil. T'imagines le villageois lambda qui est là en mode qui regarde cette scène au loin en mode qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pensé au film aussi quand ils s'envolent avec la garde rapprochée. La scène est très stylée parce qu'ils survolent la Tamise, on voit des lieux assez iconiques de la capitale londonienne. Mais la scène est très cool avec la musique en plus de Nicolas Hooper. Mais en vrai, elle fait pas trop de sens parce que là, on voit bien que sous les ordres de Maugrey, ils font en sorte de pas être vus, en tout cas le moins possible. Dans le film, ils s'en fichent complètement. Au milieu des ponts et tout. Là aussi, sur le secret magique, on dirait. Ils passent vers la croisière sur la Tamise et tout. Après, bon, ok, tu vois, il faut que ça soit visuel. Après, c'est cinématographique, je pense. Hein. Ouais. Et juste dernier petit truc, on en a parlé en off avec Marina. Maugrey Folleuil utilise l'été noir. Non, c'est après. Non, c'est après, pardon. Je croyais que c'était au Privé Drive. Non, c'est après. Alors, je reprends. Au même moment, les Dursley doivent être sur le chemin du retour. Ils ont découvert à l'heure actuelle que le concours de pelouse n'a jamais existé. Je veux voir cette scène. Non, mais je suis sûre qu'ils les ont emmenés super loin en plus pour se donner du temps et tout. Dans un quartier craignos. Je sais pas où ils les ont emmenés. Et qu'est-ce qu'ils espéraient gagner? Je vois déjà Pétunia hyper heureuse, hyper fière d'avoir la pelouse la plus nette du quartier. Tu sais, je les imagine bien parce qu'ils traversent la pelouse, je les imagine bien en plus, genre un peu défoncer la pelouse, tu vois. C'est bizarre c'est dommage que ça soit pas dans le texte, ça aurait été drôle. Genre Harry qui lance un regard de côté et qui se dit voilà, Pétunia va pas aimer quand elle va voir l'état de la pelouse. Mais il vient de penser à un truc aussi. En plus, il devait être trop persuadé de gagner puisque en fait, c'est l'été, la canicule, et personne ne doit arroser sa pelouse, mais eux, ils continuent à arroser, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Il me semble, ouais. Tout le monde a la pelouse cramée, mais eux, ils s'en foutent. Il y a pas un truc comme ça? Je crois que c'est évoqué, je crois que c'est un voisin. Il me semble que c'est un de leurs voisins qui utilise quand même le tuyau d'arrosage et tout, alors qu'ils sont en pleine canicule, pleine sécheresse. Le trajet continue sous les instructions de Maugrey. Transi de froid, Harry se souvient d'un match contre Poufsouffle joué sous un orage. Tiens, on en revient à Twilight. Ouais. Maugrey propose un détour pour s'assurer qu'ils ne sont pas suivis. Et là, comme on en a parlé, Tonks s'y oppose. Avec tous ces changements de cap, on arrivera dans une semaine. De toute façon, ils s'approchent de leur destination. Lupin annonce la descente et Harry suit Tonks en piqué. Quelques instants plus tard, ils atterrissent sur une petite place entourée de maisons aux façades crasseuses. Alors qu'Harry s'interroge sur leur localisation, Lupin lui intime de se taire. Maugrey sort alors un été noir, emprunté à Dumbledore pour que les moldus ne remarquent rien à travers leurs fenêtres. Et donc là, en off, je dis « Mais attends, toi, t'as été noir dans ta version et tout On c'est vérifie pas un à peu chaque bizarre fois. » Parce que moi, j'ai l'impression que c'est des illuminateurs partout. Et en fait, non, c'est qu'une fois d'illuminateur. Et c'est dans le 7
Oh, le 6? Non, c'est dans le 7 quand Dumbledore va léguer à Ron son été noir. Rufus Scrimgeour va lire dans le testament qu'il s'agit d'un déluminateur. Et on l'avait déjà abordé soit dans une volière, soit directement dans le texte, parce que je pense que c'est peut-être même dans le tout premier épisode de la fréquence, parce que chapitre 1 de l'école des sorciers, Dumbledore utilise l'été noir, ou le déluminateur, à Private Drive. Et effectivement, ça s'appelle un été noir jusqu'au tome 7, voilà, où ça va devenir un déluminateur. Et en fait, la principale théorie qu'on avait déjà partagée, c'est que comme le nom de cet objet n'est pas donné, du coup, le narrateur appelle ça basiquement un été noir, parce qu'on ne sait pas réellement comment ça s'appelle. Et en fait, c'est une fois que c'est légué en testament et que Dumbledore cite l'objet comme étant un déluminateur, et ben dans le texte, ce même objet devient un déluminateur avec un nom différent. Oui, parce que Voilà. dans le 1, quand il le sort, ils disent que c'est une sorte de briquet C'est ça. pour éteindre les lumières, qu'en fait, c'est Ouais. pas cité. Moi, j'ai une autre Ouais. théorie qui est Mais un c'est- petit peu moins stylistique, on va dire, c'est que peut-être que J.K. Rowling n'avait pas encore en tête le fait qu'elle allait appeler ça un déluminateur. Peut-être au bout d'un moment, elle s'est dit, tiens, ce serait cool qu'il soit réutilisé dans le tome 7. Du coup, été noir, put outer en anglais. Peut-être que je vais le changer en déluminateur, c'est beaucoup plus stylé. Je sais pas. Soit ça vient de J.K. Rowling, soit c'est anticipé, mais là, je me prononce pas, je ne sais pas. Moi, j'ai une unpopular opinion au sujet du déluminateur. J'ai jamais compris pourquoi ça existe. Je veux dire, on peut faire plein de choses avec une baguette magique et il nous faut un objet particulier pour faire juste un truc. Et il s'avère que c'est genre éteindre les lumières. Ben, vas-y, il n'y a pas un sort pour éteindre les lumières. Je pense S'il que fallait avoir un objet spécifique pour chaque truc qu'on voulait faire, on s'en sortirait pas. c'est parce que ça emprisonne les boules de lumière, je pense. Et sinon, pour éteindre ta Nox, non? Ah non, Nox, c'est pour éteindre la baguette. Oui. Pour éteindre le lumos. Ah, quoi. c'est pour éteindre le lumos. Mais oui, t'as raison, Ninon. Il existe très certainement un sortilège que tu peux utiliser avec ta baguette magique et qui fait exactement la même chose. Après, dans mon headcanon à moi, j'imagine que Dumbledore, c'est un objet. Alors, je sais pas comment il l'a récupéré. Ça se trouve, c'est lui-même qui l'a créé. Je crois. Hein. Ouais, je pense. Et on apprend dans le tome 7 qu'il sert à beaucoup plus qu'à éteindre et allumer les lumières. Enfin, la lumière, ça devient l'amour, en fait. On comprend ça, c'est que Ron, il est guidé par l'amour d'Hermione et c'est comme ça qu'il arrive à suivre les traces de Hermione une fois qu'il est parti. Le déluminateur le guide vers Hermione. Donc, il y a un truc hyper métaphorique, voilà, je vais y arriver. Et je pense que c'est pour ça que Dumbledore est attaché à cet objet et c'est pour ça qu'il préchote que Ron en aura très certainement besoin dans le tome 7. Donc on peut imaginer ça, ça pourrait expliquer pourquoi il l'utilise. Après, pourquoi il le prête à Maugrey Folleuil, ici, je ne sais pas, c'était pas forcément ultra nécessaire. Ouais. Pour qu'on s'en souvienne et que quand ça ressorte dans le set, on se dise « Ah oui, Ouais. je vois de quoi il s'agit. » Ouais. Après, ouais, moi, je trouve ça stylé. Une petite Oui, boule de c'est lumière stylé. qui va dans le sort de briquet et tout. C'est stylé. C'est peut-être plus facile à utiliser aussi qu'un sortilège que tu vas créer de toutes pièces pour voilà, éteindre les lumières d'un quartier précis, je sais pas. C'est peut-être plus simple aussi. Encadré par le groupe, Folleuil mène Harry sur le trottoir d'en face, où l'air sent les déchets en décomposition. Ça a l'air d'être un quartier super sympa. Il lui tend un parchemin et lui dit « Lis et mémorise ». Harry lit « Le quartier général de l'Ordre du Phénix se trouve au 12 Square Grimoire, Londres. » Et voilà pour ce chapitre 3. Merci Ninon, merci Marina pour Merci, Jérémy. ce chapitre. Je peux vous embêter un petit peu avec l'étymologie? Oui, j'adore. Vas-y. Pour Grimoire? Ah Non, bah, c'est pourquoi? Square Grimoire quand même. Parlons-en un petit peu. Vas-y, fais-toi On plaisir. aura l'occasion dans le chapitre d'après, mais je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher parce que là, il est quand même cité à la fin de ce chapitre. Est-ce que vous savez comment ça se dit en anglais? Souvent, les gens ont la confusion entre anglais et français. Non, je sais pas. Alors, en français, c'est bien Square Grimoire, comme Marina l'a lu. En anglais, ça ressemble beaucoup, c'est Grimoald Place. Donc, Grimoire, Grimoald. Et en anglais, c'est assez stylé parce que c'est un jeu de mots qui se lit en 3 mots. Grim Old Place. Grim Old Place.
Et en fait, littéralement, ça veut dire un lieu sinistre et vieillot. Vraiment, ça veut dire ça, Grim Old Place, Grim Old Place. Donc, c'est assez intéressant. Et en français, là, pour le coup, Ménard s'est pas trompé. Il a fait un bon travail, comme la plupart du temps, parce qu'il a gardé cet esprit en contractant le gris, la couleur grise, le gris avec la mort, gris mort. Voilà. Mais évidemment, il n'a pas pu garder quand même ce truc qui se lit en 3 mots. En anglais, évidemment, c'est impossible. Grim Old Place. C'est intraduisible. Mais voilà. J'ai vu un article de la Gazette du Sorcier qui parlait du vrai lieu qui a inspiré le Square Grimoire. Ouais. Et en fait, apparemment, dans les circuits touristiques Harry Potter, parce qu'à Londres, on peut booker des circuits touristiques avec les lieux de tournage ou les lieux d'inspiration. Et apparemment, tout le monde un peu se contredise sur le quartier qui a inspiré le Square Grimoire. Je sais pas si tu as vu ça. Alors, sur ce qui a inspiré, je sais pas. Par contre, le lieu de tournage, il est facilement trouvable. Ouais, le lieu de tournage, oui, mais sur l'inspiration. Ah, l'inspiration, non, je sais pas. Bah, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait, si vous faites une petite visite à Londres, n'hésitez pas. C'est vraiment dans Londres, plutôt vers le nord. Les scènes ont été tournées à Claremont Square. Voilà. La scène du film. Et d'ailleurs, au passage, dans les films, c'est quand même un quartier un peu plus huppé que ce qui nous est présenté. Ouais, carrément. Ah oui, j'ai bien envie d'aller là-bas quand il s'agit du film, mais quand il s'agit du livre, on met pas un pied, quoi. Hein. Ouais, ça sent pas trop les poubelles même si il y a quand même des éboueurs qui passent dans le film. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est quand même un quartier assez chic. Bah, vous pouvez taper dans Google Maps Claremont Square et vous allez tout de suite reconnaître la rue dans laquelle ils ont tourné. Eh bien, il est l'heure de choisir le personnage qui nous a le plus marqué. Je sens qu'on va avoir tous le même. Bah, et on fait 3, 2, 1 et on le dit tous en même temps et on voit si on a tous le même. Ouais. Alors, 3, 2, 1. Tonks. Ah, c'est qui, toi? Edwige. Ah, pauvre, j'ai trop de peine pour elle. Ah, j'avoue. Ah, attends, t'aurais pu aussi choisir Edwige. Dans un moment, j'ai eu peur pour Edwige. Je me suis dit, attends, là, elle va mourir bientôt. Il lui parle trop mal. Mais non, elle meurt pas dans ce tome. Donc, il a un peu de temps encore pour être horrible avec elle, quoi. T'es matrixé par la mort d'Edwige. Ah ouais, non, mais j'étais choquée. Hein. Mais c'est horrible. J'étais choquée, je m'en remettrai jamais. Non, mais puis je m'imagine Edwige, tu sais, avec... arriver à destination en train de faire le pied de grue en attendant sa réponse et en donnant des coups de bec. La pauvre, elle a peut-être pas envie de faire ça, mais l'autre, il lui a donné un ordre, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça déchire toujours un peu le cœur, ces passages où Harry s'embrouille un peu avec Edwige. Mais Edwige, elle a son petit caractère aussi. C'est-à-dire que Edwige, des fois, quand Harry lui parle mal, elle est de mauvaise humeur avec Harry. Oui. Et ils se réconcilient ensuite, toujours. Et je crois qu'elle commence à le connaître, elle sait comment il est. Ouais. Mais oui, effectivement, Edwige, c'est bien trouvé. Mais du coup, Tonks, parce qu'elle est trop cool, quoi. Elle tient tête à Maugreffe au l'œil, elle est pas dans les clous et tout, elle est hors des cases, elle est trop cool. C'est un de mes personnages préférés, donc ouais, on en a l'introduction dans le chapitre, donc évidemment, Tonks. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais en fait, on a mentionné le verre ou l'assiette, je sais plus, pété au début du chapitre. Évidemment, c'est elle qui l'a. Oui, c'est elle qui a cassé la vaisselle, oui. Et on doit renommer on doit. C'est comme si on s'infligeait ça. Enfin, pour Marina, des fois, c'est un petit peu ça. Mais... si on devait renommer le chapitre, je sais pas si Ninon, t'as un renommage à nous proposer ou pas. Bah alors là, moi, je suis désolée, mais je me range du côté de Marina. Je suis pas fan de la rubrique. Zéro idée. Attends, t'es pas fan de la. Mais t'es tout seul. T'es pas fan de l'écouter ou là de le faire? Les deux. T'as une team quand même là-dessus. Bah ouais, j'en suis sûre. Bon, elle est pas majoritaire, mais en tout cas, la team qui aime bien le renommage de chapitre sait se faire entendre. Oui, parce que oui, je pense que puisqu'on l'a enlevé, on l'a. Vous êtes minoritaire, hein, je pense. Je suis sûr que le chat là peut le dire. C'est pas le bagne que d'écouter la rubrique, mais je veux dire quand vous la faisiez plus, je me disais bon, c'est pas bien grave. Merci. Du coup, t'as pas renommé? J'ai rien. J'adore. Marina non plus, t'as rien? Si, j'en ai un. J'ai galéré. J'ai fait une référence cinématographique. Ouh! Vol au-dessus d'un nid de moldu. Ah, vol au-dessus d'un nid de coucou. Ok. Et toi? Moi, j'ai une ref. Elle est pas cinématographique. Je vais pas chanter. Vous inquiétez pas, tout le monde. Oh. Non, je l'ai dit, je vais pas faire des chansons à chaque fois.
Mais, On va pas faire des danses de l'algue à chaque fois non plus. non, mais par contre, c'est un hommage un peu bizarre. J'ai pensé au fait que Harry, là, on l'a pas trop paraphrasé ici, mais c'est assez mouvant quand il s'envole avec son balai parce qu'ils se sont libérés. Il y a le poids qu'il ressent dans sa poitrine s'en va, etc. Parce qu'il adore voler, puis en plus, il se libère des Dursley et compagnie. L'été a été très long et pénible pour lui. Et j'ai pensé au général de Gaulle. Dans son, dans son discours, quand il fait Harry outragé, Harry brisé, mais Harry libéré. Attends, mais comment t'as... Harry Paris, voilà, vous changez. Comment t'en es venu au général de Gaulle et à son discours sur Paris libéré? Harry, je sais pas. En fait, j'ai pensé à Harry libéré. Là, je fais Paris libéré, général de Gaulle. On y va. T'as été chercher. En montage, faudrait que je fasse un effet un peu. Harry outragé, Harry brisé, mais Harry libéré. Bon, j'avoue, c'est drôle. Ok. Désolé. T'as été chercher loin, là. Vraiment, j'aurais jamais pensé à De Gaulle, mais ok. La barre est de plus en plus basse, vous l'aurez remarqué. Mais non, avec la lettre et tout. C'est gentil, merci. Dites-nous dans le chat si ça vous a plu. Ouais, j'y aurais jamais pensé, mais bien vu. Ok, bon, ça va, je suis pas complètement loony. Est-ce qu'on passe à la volière? C'est parti. Tout le monde est prêt? Eh bien, c'est parti pour la volière. Et on commence avec un premier hibou sonore. Il nous a été envoyé par Chloé. Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Chloé, ça fait un petit moment que je suis votre podcast et merci infiniment pour celui-ci, c'est vraiment trop cool de l'écouter. J'étais en train d'écouter Harry Potter et la Coupe de Feu en livre audio, donc là je suis sur un des derniers chapitres, donc quand Voldemort revient. Et en fait je me demandais, il me semble pas que vous l'aviez évoqué pendant votre podcast, si c'est le cas, désolé, mon hibou ne sert à rien. Mais je me demandais pourquoi Dumbledore n'avait pas proposé à Harry de poser son souvenir dans la pancine pour que Dumbledore, Harry ou Cornelius Fudge, par exemple, puissent voir ce souvenir et se rendre compte de si oui ou non Voldemort était vraiment revenu. Donc j'ai envie de dire que c'est peut-être un petit ta gueule, c'est magique, mais je me demandais quand même si vous aviez, je sais pas, une idée ou voilà, si vous aviez une hypothèse par rapport à ça. Et voilà, ce sera tout pour moi. Je suis à 51 secondes d'enregistrement, donc on est bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Salut! On est bien, tout est bon, Chloé. Merci pour ton hibou. Une question très intéressante qu'on n'a pas eue, on te rassure. Pourquoi Dumbledore n'a pas proposé à Harry de déposer son souvenir du cimetière dans la pancine? Alors, très bonne question. Hein. Ça fait creuser les méninges, celle-là. Avec plaisir, apparemment. Ouais, j'adore ces questions un peu casse-tête. Mais mon premier instinct là de réponse, ça serait de me mettre à la place de Dumbledore. Et je sais pas si vous êtes d'accord, je pense que la priorité pour Dumbledore, c'était que Harry verbalise ce qui s'est passé. Et justement, c'est pour ça qu'il insiste qu'il faut que Harry raconte avant d'aller se coucher, avant que de faire passer la nuit. Il faut qu'il fasse sortir ça, quoi. Et je pense que de le verbaliser, de raconter, d'expliquer ce qui s'est passé, c'est pas la même chose que de glisser un souvenir dans une pancine. Je pense qu'en termes de... Non, mais il aurait pu verbaliser puis mettre dans la pancine. Oui, exactement. Donc, mais là, tu sais, je réfléchis plus en termes de chronologie, tu vois, de comment Dumbledore essaie de gérer l'urgence. D'abord faire parler Harry. Ensuite, il a clairement besoin de dormir. Il a besoin de se reposer parce qu'il a vécu un truc horrible. Et c'est pour ça qu'ensuite, les faits faisant, le fait qu'il y ait le baiser du Deathraker, tout ça, il n'y a pas ce truc de la pancine. Alors après, ma théorie, je sais pas, c'est une potentielle explication, mais il faudrait surtout poser la question à J.K. Rowling, mais je tente de l'expliquer, j'ai une théorie. Je me demande en fait si la pancine, c'est pas un peu comme le Veritaserum, parce que J.K. Rowling s'est exprimée sur le Veritaserum, parce qu'on lui a déjà posé la question de mais pourquoi dans les procès on donne pas du Veritaserum aux accusés, comme ça on a la preuve si ils sont coupables ou non, quoi. Tout simplement, ils sont obligés de dire la vérité. Et elle avait répondu que en fait c'était pas assez fiable le Veritaserum, parce que tu peux t'en protéger si t'es un sorcier suffisamment puissant, tu peux combattre les effets de la potion
et en fait de mentir même sous Veritaserum. En tout cas, c'est accessible pour des sorciers suffisamment puissants. Et je me demande si c'est pas la même chose pour une pancine en fait, parce que on sait qu'on peut falsifier des souvenirs. On en a un exemple avec Slughorn, avec son souvenir avec Tom Jedusor. On le voit qu'il est falsifié. On le voit, mais comme Dumbledore le dit, c'est assez grossier la manière dont il a falsifié son souvenir. Et moi, je me demande si on met suffisamment d'efforts et de travail, et si on est suffisamment puissant en tant que sorcier, est-ce qu'on n'a pas moyen de falsifier de façon beaucoup plus convaincante un souvenir, en gros de créer un faux souvenir qu'on mettrait dans une pancine, ce qui pourrait expliquer que même si Harry avait déposé son souvenir, peut-être que Fudge aurait pu dire oui, mais c'est un faux souvenir, Harry a très bien pu falsifier ce souvenir. En gros, ça peut pas servir de preuve de la même manière que le Veritaserum ne peut pas toujours servir de preuve. C'est la seule explication que je peux trouver. Je sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Je sais pas, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit que mettre un souvenir dans une pancine, c'est pas forcément un truc facile à faire. Et je me dis, c'est pas forcément facile à faire. Est-ce que, du coup, tu peux pas altérer le souvenir en l'enlevant de ton esprit? Je sais pas ce que t'en penses, Ninon. Je sais pas. Peut-être, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais moi, je m'étais fait des petites notes là et j'avais eu la même réflexion que Jérémy sur le fait de falsifier un souvenir, tout ça. Mais je m'étais dit aussi, de toute manière, pourquoi mettre ça dans la pancine? Pour convaincre Dumbledore et Cornelius? Bon, Dumbledore, de toute façon, c'est bon, il est convaincu, il n'y a pas besoin d'un souvenir dans une pancine en plus. Et Cornelius Fudge, de toute manière, le type, il est dans le déni. Il ne souhaite pas savoir. Donc, imaginons le secret, il peut pas être falsifié. Imaginons, on le met quand même dans la pancine. Moi, j'imagine Cornelius Fudge en mode non, mais je suis pas d'accord. Je ne vais pas regarder ce souvenir. De toute manière, c'est faux. La 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 la. Dans le déni total. Ouais, complètement. Surtout par exemple, à l'audience disciplinaire de Harry, qui est face à tout le Magen Maggot, le truc le plus suprême, la cour suprême en fait des sorciers, quoi, en tout cas au Royaume-Uni, il y a une seule preuve qui semble avoir de la valeur, c'est le témoignage. Et en l'occurrence, le témoignage de Mrs. Fig. Mais ça se trouve, c'est un peu vieille école, c'est-à-dire que si tu viens avec une pancine, ou par exemple on a cité le Veritaserum, bah c'est pas considéré comme une preuve assez fiable en fait, parce que c'est de la magie, que la magie, bah tu peux trop facilement la falsifier, en gros. Mais est-ce que c'est recommandé de mélanger les souvenirs, genre de mélanger le souvenir de Dumbledore avec les souvenirs d'Harry, tu vois? Non, mais le truc c'est que Harry il aurait pu déverser son souvenir. Alors après, il peut y avoir cette explication. Oui, mais c'est la pancine de Dumbledore, tu vois. Oui, sinon ça, tu peux le faire, ça, je pense. Ouais, mais est-ce que c'est conseillé? Est-ce que c'est pas bizarre, non? Non, je pense que c'est OK. Par contre, un autre truc au-delà de est-ce que ça aurait pu convaincre ou pas Fudge, moi je suis d'accord avec toi, Ninon. De toute façon, ça ne l'aurait pas convaincu. Et puis, je pense que tu peux avoir 10 000 moyens de dire bah non, c'est pas une preuve. Bref. Par contre, au-delà de ça, je trouve que après coup, Dumbledore aurait pu quand même le demander à Harry, parce qu'on sait que Dumbledore aime se plonger dans les souvenirs de la pancine. Et là, il s'est passé un truc déterminant quand même dans cette scène. Alors évidemment, Voldemort est revenu, mais surtout, il est revenu en utilisant le sang de Harry, et donc en utilisant la protection de Lily, ce qui va s'avérer déterminant pour la suite. Et comme Dumbledore, il aime bien se replonger dans les souvenirs des uns et des autres, eh bien, je suis un peu étonné aussi qu'il n'ait pas demandé à Harry de le faire, parce que Dumbledore, je pense, aurait trouvé de l'intérêt à revivre cette scène du cimetière, de la même manière qu'il va demander, par exemple, à l'employé du ministère, quand il va visiter les Gump, tu vois, et qu'il revit cette scène. C'est sa manière d'enquêter, Dumbledore, de revivre les souvenirs des autres. D'ailleurs, autre preuve, c'est-à-dire que Dumbledore, il vit les souvenirs des autres dans sa propre pancine. Donc, ça pose pas de problème. Slughorn, par exemple. Ouais. Quand il arrive à choper celui de Slughorn, il le met dans la sienne. Ouais. Donc, je suis d'accord avec Jérémy sur cette réflexion, c'est très intéressant. Mais après, encore une fois, il y a que l'autrice qui pourrait vraiment nous aider vraiment, mais elle préfère parler d'autres choses et dire plein de conneries sur les réseaux. À la suite. Nous passons au hibou sonore de Bettina.
Bonjour Jérémy, bonjour Marina et bonjour au potentiel invité. Je suis en train d'écouter le chapitre 26 du tome 4 de la deuxième tâche et il est fait mention du coup du trio qui cherche un moyen pour que Harry il puisse respirer sous l'eau et vous parliez que c'était très compliqué de chercher même dans tous les livres trouver la solution à leurs problèmes et moi je me demandais pourquoi est-ce que les sorciers n'ont jamais développé un moyen beaucoup plus simple de rechercher comme en Google Moldu en fait, puisqu'il pourrait tout simplement dire à haute voix dans la bibliothèque un mot ou une phrase et en fait ça permettrait du coup que tous les livres qui ont un lien avec ceci viennent sur la table. Bon après j'imagine que certaines fois, certaines recherches, il y aurait beaucoup de livres qui arriveraient, mais on pourrait affiner la recherche avec plusieurs mots comme on peut faire dans Google. Donc voilà, je sais pas si vous aviez pensé à ce genre de solution ou si vous avez d'autres idées. Mais en tout cas, c'était ma question. Merci beaucoup, bisous. Merci pour ton hibou. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, ils ont développé un réseau internet sorcier. Peut-être qu'ils sont entrés un peu dans la technologie. Je sais pas. Mais en tout cas, à l'époque où les romans ont été écrits, c'était pas tant développé que ça, Internet et Google et compagnie. Donc, je pense qu'elle a pas pensé à ça parce que nous-mêmes, on était le nez dans les bouquins en fait à l'époque. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais années 90, tu vas nous ressortir même Encarta, je le sens. Tout début 2000, bah oui. Quand on avait des exposés à faire à l'école, c'était pas Google, hein. C'était, on allait chercher dans les gros livres, dans les dictionnaires, dans les encyclopédies, et on avait Encarta, l'encyclopédie sur CD-ROM. Mais voilà, on n'avait pas Google, on n'avait pas ChatGPT et tout pour faire nos exposés, hein. Je me suis fait la même réflexion que toi et du coup ça me permet de rebondir sur un commentaire qui est dans le chat là qui disait ça existe, ça s'appelle Madame Pince. Mais c'est vrai, moi à l'époque quand j'avais besoin de faire des recherches j'allais à la bibliothèque et du coup je demandais à la personne qui était à l'accueil oui je cherche un livre sur tel sujet. Oui. Elle allait sur son ordi, ah bah tu peux trouver tel livre rangé A, tel livre rangé B, machin. Et on allait chercher toutes nos infos dans les livres. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous estimer heureux avec ChatGPT, Google et compagnie, Wikipédia. Voilà. Nous, on n'avait pas ça. Mais en même temps, c'était un plaisir. On avait des beaux livres de ouf. Moi, j'avais des livres sur tout. Mais des magnifiques livres et tout. J'avais une bibliothèque énorme. Alors certes, ça prenait du temps. Mais il y avait un plaisir aussi d'aller chercher dans les livres et tout, de fouiner. Mais c'est vrai que Internet, c'était... Enfin, nous, quand on était au collège, c'était quand même les tout débuts, il me semble. Ouais. On avait des cours sur comment utiliser Internet. Hein. On a eu des cours sur comment utiliser Google. Hein. Dites-vous ça. On avait des cours d'informatique. Et en plus, nous, on est un peu en avance. Parce que là, on parle vraiment des années 90. Donc oui, donc en 90, non, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça, même dans le monde moldu. Après, on peut se demander, on se demande souvent à quoi ressemble Poudlard aujourd'hui. Est-ce que du coup, le fait que la technologie moldue ait énormément évolué sur ces sujets-là, est-ce que la bibliothèque de Poudlard s'est inspirée des créations technologiques moldues? Est-ce qu'il y a une information beaucoup plus centralisée, une espèce de glossaire ou je sais pas? Moi, j'y ai pensé justement il y a quelques jours et ça m'a fait plaisir d'entendre ce hibou parce que ça correspondait à ce que j'avais imaginé. Mais je m'étais dit à un moment donné, il faut créer enfin, pas forcément un ordi avec Internet et tout, mais une barre de recherche sorcière, quoi. Tu rentres au début de la bibliothèque. Ouais. Alors oui, on garde les livres, oui, on garde le fait d'aller chercher dedans, etc. Mais je cherche un moyen de respirer sous l'eau, par exemple. Et là, boum, t'as 10 livres qui arrivent, et puis après, démerde-toi avec les livres, quoi. Mais ouais, un genre de axio de l'information et non pas de l'objet, quoi. Ça serait pratique, parce que même quand on voit Hermione, pourtant, c'est une érudite, elle lit tout le temps plein de livres, elle est curieuse de savoir, elle est infatigable là-dessus. Et pourtant, par exemple, on avait eu l'exemple du sortilège de Tétambule, qui semble pas non plus être un sortilège hyper secret ou quoi, mais quand il s'agit de trouver un moyen de respirer sous l'eau pendant 1 heure, elle est incapable de trouver cette information dans la bibliothèque, alors que, effectivement, une espèce de Google ou de glossaire, n'importe quel moteur de recherche sorcier aurait pu l'aider et pourrait aider en fait tous les sorciers et sorcières. Une base de données. Ouais, pour s'éduquer.
Donc, je serais curieux de savoir si ça a évolué de ce côté-là chez les sorciers aujourd'hui ou s'ils sont encore au Moyen-Âge. Ce qui a aussi son petit charme. Hein, voilà, c'est vrai. Avec Hermione au ministère, peut-être qu'elle a fait bouger les choses aussi. Ouais. On passe au prochain hibou. Il nous a été envoyé par Émilie. Alors, c'est pas vraiment une question, mais on va quand même réagir sur un truc. Mais on écoute ça tout de suite. Hello Marina et Jérémy, c'est Émilie, je vous écoute depuis quelques temps, je suis trop fan, surtout de Marina parce que je pense que si on s'était rencontrés, on aurait été grandes copines, surtout qu'on a le même âge, enfin bon bref. Je voudrais revenir sur le podcast de Beauxbaton et de Durmstrang concernant le renvoi d'un élève de Poudlard. On a un autre exemple qui est Norbert Dragono, qui, alors en fonction des films, bien évidemment, qui a été renvoyé de Poudlard. Et finalement, il a vécu sa vie auprès des animaux fantastiques. Il a même sorti un livre. Donc voilà, c'était juste pour faire la petite remarque. Comme tout le monde, j'adore ce que vous faites. Hein. Voilà, il y a pas de mystère. On adore vous écouter et on espère que vous arriverez à la fin, hein, parce que c'est pas évident. Et puis je vous souhaite bon courage pour la suite et voilà. Et puis pour les autres, on se retrouve sur le Discord. Voilà, gros bisous. Merci Émilie. J'espère qu'on aurait été copains aussi, mais peut-être pas en fait. Peut-être que maintenant elle veut pas de ton amitié, elle veut que de la mienne. D'accord. Je vois clairement la préférence, là. Je m'appelle Émilie Jolie. Ah, ça a changé. Elle aurait aimé être amie avec moi. Ouais. Merci, Émilie, pour tout ce que tu dis. Et c'était intéressant, on a gardé aussi ton hibou. Parce qu'effectivement, on s'était posé la question des exemples qu'on peut avoir sur les élèves expulsés de Poudlard. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand t'es expulsé de Poudlard? Quel sorcier tu peux devenir, etc. On avait cité Hagrid, évidemment. Et le cas de Norbert Dragono, il est intéressant. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que je crois pas qu'on l'ait déjà évoqué à la fréquence. Je crois que c'est à cause de ces créatures. Je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais ça a dû mettre quelqu'un en danger. Ouais. D'ailleurs, déjà, c'est intéressant... la raison pour laquelle il aurait été renvoyé de Poudlard. Mais je dis bien il aurait été renvoyé de Poudlard parce que ça n'a jamais été très clair. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Parce qu'en fait, en gros, on a appris dans l'ouvrage La valise des créatures, très, très bel ouvrage d'ailleurs qu'on a, on a appris dans ce livre-là qu'effectivement, les détails, l'État Lestrange a failli provoquer la mort d'un élève avec un jarvet. C'est une espèce de furet doué de parole. Je crois pas qu'on le voit dans les films. Mais en tout cas, c'est dans le livre Les Animaux Fantastiques. Et en fait, il s'est accusé de cet accident à la place de l'État Lestrange, ce qui l'a conduit à être expulsé de l'école. Voilà. Le premier truc un peu bizarre que je trouve, c'est que les jarvets sont pas considérés comme des créatures dangereuses. Et pourtant, c'est dit que ça a failli provoquer la mort d'un autre élève. Alors, je vois pas trop dans quel contexte, mais j'aimerais bien savoir plus. Voilà. Mais en tout cas, le fait que Norbert se soit accusé lui-même et qu'il ait été renvoyé de Poudlard pour ça, c'est bien dans le premier film. Il y a Graves qui le dit dans le premier film, que Norbert Dragono a été expulsé. Et on a même aussi une vidéo de J.K. Rowling, une espèce de vidéo making-of, où elle présente Norbert Dragono comme le cas typique d'un élève un peu loufoque qui s'est même fait expulser de Poudlard. Voilà. Donc dans sa tête à elle, il s'est fait expulser de Poudlard. Je dis que c'est pas très clair parce que on a une info contradictoire dans la première édition du livre Les Animaux Fantastiques, donc avant que ça devienne un film, avant que ça devienne une saga. Dans l'édition de 2001 du livre Les Animaux Fantastiques, avec le glossaire des créatures, en fait, c'est dit dans la présentation de l'auteur que Norbert a fini ses études à Poudlard et qu'il est diplômé. Donc, elle a changé d'avis, je pense. C'est-à-dire qu'au moment d'écrire l'histoire de Norbert Dragono, de ses amis, d'en faire une saga de films, elle a un petit peu réécrit son passé, je pense. Voilà, je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais on va partir du principe qu'il a effectivement été expulsé. Et aussi, un autre truc qui me semble un peu bizarre dans cette histoire, c'est que il a sa baguette magique toujours. Ah ouais, ils lui ont pas cassé. Ben moi, j'ai mon headcanon à moi sur ça. On t'écoute, Nino. Déjà, un truc à rajouter qui est un peu bizarre aussi, c'est que le type finit par être embauché par le ministère de la Magie. Oui. Donc, si il s'est effectivement fait expulser de Poudlard et qu'en plus de ça, il a pas terminé ses études, bon, est-ce qu'on n'embaucherait pas un peu n'importe qui au ministère? Bon, il n'y a pas besoin de ça pour savoir que la réponse est oui, mais
En tout cas, voilà. Mais en tout cas, mon headcanon à moi, c'est que peut-être, en tout cas, j'ai rien trouvé qui contredit ce que je vais dire. Peut-être que l'expulsion dont on parle, c'est genre expulsion de 3 jours, une semaine, je sais pas. Genre, t'as fait une petite bêtise, barre-toi pendant une semaine, c'est ta punition, puis après tu reviens, quoi. Et il termine, et il fait son diplôme, etc. Et c'est pour ça qu'il a toujours sa baguette. Ah, c'est vrai que moi, le mot expulsion, tout de suite, je l'entends de manière radicale, en mode t'es expulsé de Poudlard, t'y retournes plus, quoi. Mais après, oui, ça peut être ça. Puis ça se trouve temporaire parce qu'il savait très bien qu'il protégeait quelqu'un. Et du coup, ils ont fait juste... il a servi d'exemple, quoi. Et ouais. Ça reste un furet, le truc, quoi. C'est pas Aragog non plus. Tu vois. Donc... Maintenant, je vais me coucher. Avant que l'un de vous ait une autre idée pour nous faire tuer. Au pire, nous faire expulser. Ok, ouais, non, c'est une possibilité. En tout cas, tu bypasses la question et tu court-circuites tout ça et genre tu réponds à tout. Et j'aime plutôt cette théorie. Bravo. Bravo, la queen. Oh, rien que ça. Et nous passons au dernier hibou sonore, celui de Marie. Salut Jérémy Marina. Je profite de votre épisode avec Adrien pour enfin essayer de découvrir les épisodes du podcast. Et j'ai commencé par l'épisode sur l'étymologie, parce que je partage cette petite passion avec Jérémy où j'aime bien regarder l'étymologie des noms. Et pour le coup, dans cet épisode-là, vous mentionniez une convention sur Dijon avec un message dans votre volière de l'époque d'une auditrice qui s'appelait Marina, qui disait qu'elle serait présente ce jour-là. Donc je trouve ce petit moment très mignon à entendre. Et si j'avais une question, ça serait au final, quel est votre compositeur préféré sur les films Harry Potter, pardon. Moi, j'adore le travail de Nicolas Hooper, où pour moi, en fait, écouter la bande originale de Harry Potter, ça passe surtout par écouter celle de l'Ordre du Phénix. Voilà, bisous. Merci Marie pour ton hibou. Alors moi, je suis pas du tout originale parce que... Alors, déjà, je me connais pas trop au niveau compositeur des films Harry Potter. Mais moi, je suis pas originale parce que c'est John Williams, en fait. Parce qu'il a fait, pour moi aussi, Maman, j'ai raté l'avion. À chaque fois, je vous en parle. Mais la bande-son, elle est magnifique, tout comme Harry Potter. En fait, c'est 2 univers qui se ressemblent. Et j'adore les écouter. Et j'adore. Je trouve ça magique. Et d'ailleurs, j'ai fait mon entrée à la mairie Europe de mariée avec une compo de John Williams, ça vraiment. Donc, et de Maman, voilà. j'ai raté l'avion, pas de Harry Potter. Ouais, c'est ça. Pour à quel point j'adore ce compositeur et c'était tellement magique. Enfin bref, voilà. Et vous? Eh bien, moi, je voulais rebondir sur un truc qu'elle disait aussi par rapport au fait qu'elle entendait un message de toi dans le podcast. Parce que moi aussi, quand j'ai écouté cet épisode, j'étais là en mode « Ah, mais est-ce que c'est Marina ?» En vrai, je me souvenais plus qu'on t'avait cité. Ouais, je m'en rappelais plus non plus. Avant d'y aller. Mais oui, je m'en rappelais plus non plus. Ah ouais, ouais, mais c'est forcément toi. Hein. Je sais pas si c'était un hibou ou bien je pense ou bien la fois où elle était en live, mais je me rappelle de ma réaction à ce moment-là, j'étais là en mode ah oui, c'est peut-être un message en live dans le chat. Ouais. J'avais peut-être un message en live mais j'avais envoyé un message sur Messenger aussi. Ouais, je sais pas, ouais, mais ouais, c'est marrant que avant on t'avait cité, ouais. Oui, c'était trop chou. Ouais. Et puis pour rebondir sur ce que toi tu disais, Marina. Moi, en tant que photographe de mariage, j'aurais trop aimé prendre ça en photo. Ah bah oui. Mais bon, en tout cas, me concernant, j'ai pas un compositeur préféré en particulier. J'ai plutôt des chansons préférées, enfin des chansons, des morceaux préférés. Et le top 2, les 2 tout en haut de la liste, c'est Snape to Malfoy's Manor de Alexandre Desplat, qui est, je sais pas. Je revois Rogue partir comme ça avec sa cape dans le vent et tout. Ouais. Et c'est trop épique comme chanson. Je sais pas si vous voyez laquelle c'est, mais j'adore. Et A Window to the Past de John Williams aussi, celle qu'on entend un peu sur le pont en bois quand Lupin il parle avec Harry et tout à la flûte. Ça m'émeut. Le thème, ouais. Carrément. Bah après, ouais, moi si je devais choisir un compositeur, sans hésitation comme Marina, John Williams, parce que pour moi il est inégalable. Et puis
il a créé le thème de Harry Potter. Donc, si je devais retenir un compositeur, ce serait Williams, même si j'aime toutes les bandes originales, en vrai. Et je trouve qu'ils ont tous fait un super taf et je prends plaisir à les écouter toutes. Et notamment Alexandre Desplein, Cocorico d'ailleurs, mais qui a fait un super taf sur les reliques de la mort. Il est français ? Il est français, Alexandre Desplein, ouais. Je savais pas. Ouais. Et puis, c'est un des gros compositeurs hein, qui fait beaucoup de films, beaucoup même, et qui a été multi-récompensé, et c'est mérité. Et sinon, je ferai aussi une petite mention à James Newton Howard, parce qu'en fait, c'est un de mes compositeurs préférés. Il a jamais fait de BO pour Harry Potter, mais c'est lui qui a fait les BO des films Les Animaux Fantastiques, que je trouve plutôt bien. Oui. Mais en fait, j'adore ce compositeur pour d'autres films. Et notamment, quand j'étais ado, c'était Le Village, The Village. Genre, j'ai écouté cette BO et je l'écoute toujours en boucle. C'est une BO très tournée sur le solo du violon. Écoutez ça, c'est une merveille. Vous connaissez peut-être les musiques de Blood Diamond, film avec Leonardo DiCaprio. C'est lui qui a fait les Hunger Games. Je trouve que la musique est incroyable des Hunger Games. Et c'est lui qui a co-composé aussi les films Batman de Christopher Nolan. Donc, le thème de The Dark Knight et compagnie. Enfin, c'est un excellent compositeur qu'on a un petit peu dans l'univers d'Harry Potter parce qu'il a fait des Animaux Fantastiques. Mais voilà. Mais sinon, pour répondre vraiment concrètement à la question, ça serait John Williams, sans hésiter. Et Windows of the Page, je pense que c'est ma préférée aussi. Elle est trop belle. C'est la fin de cette volière pour cet épisode. Comme d'habitude, pour candidater, vous pouvez nous envoyer un hibou sonore d'1 minute en message privé sur nos réseaux. On est sur Instagram, Twitter et Facebook. Ou bien vous pouvez nous envoyer votre message par email. C'est possible que vous deviez nous envoyer une invitation sur Insta, parce que vous êtes beaucoup à utiliser Insta, donc si vous pouvez pas nous envoyer un vocal, c'est peut-être parce qu'il faut qu'on accepte d'abord, donc n'hésitez pas à nous envoyer un premier message et on l'accepte et c'est tout bon dans ce cas-là. Et n'oubliez pas de rejoindre notre serveur Discord, bien sûr, pour discuter avec d'autres auditeurs et auditrices. Notre podcast est disponible sur à peu près toutes les plateformes d'écoute. Merci à ceux qui nous mettent des étoiles et des commentaires. On lit tout ce qu'on reçoit et c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi commenter chaque épisode sur Spotify ou sur YouTube. Et abonnez-vous surtout, peu importe l'appli que vous utilisez, comme ça vous êtes sûr de louper aucune nouvelle sortie. Si vous le souhaitez, on avait la possibilité, vous pouvez soutenir notre travail sur Patreon. Pour 4 € par mois, vous avez du contenu chaque semaine avec les after-shows. Donc, c'est pas mal si vous êtes en manque quand le dernier épisode se termine, comme maintenant. Pour cette fois, avec Ninon, on va discuter un peu des arts dans le monde magique pour l'after-show. Ça va être sympa. On va voir où ça va nous mener, cette petite discussion. Et évidemment, chaque contribution, ça nous soutient financièrement. Merci à toute la commu Patreon au passage. Et en plus, on l'a déjà dit, mais l'appli Patreon, si vous connaissez pas trop, c'est vraiment bien fichu. Vous pouvez facilement regarder les versions vidéo des épisodes, comme on a commencé à le faire il y a pas longtemps. Par exemple, c'est enregistré, donc vous pouvez facilement regarder la vidéo sur Patreon. Et les versions audio, ça marche comme des podcasts que vous pouvez écouter en faisant autre chose sur votre téléphone ou autre. Et à noter aussi que vous pouvez lier votre compte Spotify. Si vous êtes accro à Spotify, vous voulez tout centraliser sur Spotify, en un clic, vous pouvez lier vos 2 comptes et écouter le contenu exclusif sur Spotify. C'est possible et c'est très facile. Si vous souhaitez nous rejoindre en tant qu'invité sur un futur épisode, on vous invite à candidater sur Discord. C'est depuis là-bas qu'on organise tout ça. Donc contactez-nous si vous êtes un peu perdu, on peut vous aider. Et Ninon, c'est ce que tu as fait en décembre 2022. Désolé. Non, et nous sommes en janvier 2025. Je vous ai même pas répondu. Oui, c'est vrai, on t'avait proposé une fois déjà. Ouais. Est-ce que ça valait le coup d'attendre ou pas? Oui, je suis trop contente. Ne perdez pas espoir si vous avez candidaté il y a longtemps. On arrive, on vous répond. Oui. On vous oublie pas surtout. Bon, du coup, c'est toi qui nous as indiqué le thème de l'after show, les arts dans le monde magique, qui a un rapport avec ton métier et ta passion. Moi, je sais pas trop ce que je vais te dire, mais je sais pas. On va voir où nous mène la conversation. À chaque fois, on dit ça et on est là en mode bon, il faut couper parce qu'on commence à être trop long. Donc, je me fais pas trop de soucis. T'inquiète pas. Merci Ninon, en tout cas, de nous avoir suivis sur tout ce chapitre, d'avoir attendu surtout autant de temps. Et on n'oublie pas de clôturer cet épisode en remerciant les tipeurs du moment, tradition oblige. Merci à Corsetilou, Marinette, Lucie, Dispirit, Bispac, Pookie Pimps, Nicelia.
Harold, Sophie, Mugiwara, Kimidok, Aurélien, James, Pamela et Chloé. Quant à nous, on se retrouve pour le chapitre 4 de l'Ordre du Phénix, chapitre qui va s'intituler 12 Square Grimoire. On garde cette adresse bien secrète jusqu'au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Salut.